ensemble aujourd'hui à deux titres. Le premier titre, c'est que ce privilège d'être présent ici, je le partage avec des jeunes. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais dans cette salle, c'était une mise à l'honneur d'un séjour de rupture. C'était des jeunes d'un projet pédagogique d'une association d'aide à la jeunesse qui s'appelle Amarage, qui organise des séjours de rupture au Bénin. Je faisais une mise à l'honneur de ces jeunes qui étaient partis, séjours de rupture pour retrouver du lien. Alors oui, tous ces parcours que j'analyse depuis maintenant 10 ans me permettent de pouvoir rentrer dans la profondeur des vécus de certains jeunes, moins jeunes, pour comprendre ce qu'est le lien, et ce qui est aussi la perte du lien, le manque du lien, ou la difficulté d'avoir pu, dans sa vie, établir un lien suffisamment solide pour pouvoir se construire. Alors, la deuxième raison qui me pousse à vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui, c'est ce sujet particulier, le lien. C'est vaste. J'ai eu la chance, contrairement à Jean-Michel, d'avoir été prévenu il y a quelques temps de pouvoir réfléchir à ce sujet. C'est vaste, c'est très vaste, ça touche à tout. Et ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est la vastitude de ce sujet qui nous touche au plus profond. De quoi parle-t-on quand on parle de lien? Pour commencer, je vous invite à explorer brièvement les représentations principales qui sont attribuables à ce mot, lien. Que peut-on faire émerger comme signifié quand on énonce le mot lien, et plus particulièrement dans le sciences sociales du tissage ou du détricotage de ce mot lien? On peut commencer par la loi, ce lien qui contraint. Pour faire société, pour être garant d'une paix par un arbitrage entre ses membres, pour dépasser les normes négociables d'une entente de bon voisinage, de bon père de famille ou encore d'un chauffeur respectueux de la circulation ou des parcomètres. La morale, comme d'autres normes, montre leurs limites dans l'organisation et la régulation du vivre ensemble. Cette société sociale n'est pas universelle. Le civilisé désigne seulement celui qui a inscrit le lien social au sein de la cité, d'un État. On va voir pourquoi j'insiste là-dessus plus tard. Pour gérer les conflits, nos États ont opté pour des systèmes de régulation avec des équilibrages et des réformes de pouvoir, législatif, judiciaire, exécutif, le droit et ses lois. Arrogent alors certains organes un pouvoir et des monopoles. Il donne ainsi à la police, par exemple, le monopole de la violence. Aux autres pouvoirs, il donne le droit d'incarcérer, de colloquer, pouvoir ôter la vie dans certains États où les droits se sont subsumés. Une deuxième forme de lien, la confiance des limites. Qu'est-ce que le lien social peut avoir à faire ici? Ce système de quelqu'un qui saute en parachute. Et pourtant, prendre la décision de sauter, c'est faire un acte hautement porteur de lien. Ce que je voudrais faire, c'est de vous poser ça. Merci, Barbara. Voilà, je l'ai fait pour tout le monde. Je disais donc, ça donne à la police, par exemple, le monopole de la violence et aux autres le droit ou le pouvoir d'incarcérer, de colloquer, d'ôter la vie dans certains États. On était donc au parachute. Prendre la décision de sauter, c'est faire un acte hautement porteur de lien, celui de la confiance. La confiance, en quelques bouts de ficelle et un grand drap, n'est rien comparé à celui qui fait autorité et à qui nous donnons un énorme témoignage de confiance qui nous dit « Tu peux y aller, vas-y, saute » et confiance. Cette confiance peut aussi avoir un revers. Prenons l'exemple de l'expérience de Milgram, je suppose que tout le monde connaît plus ou moins, c'était célèbre dans un film des années 11, c'était déjà un petit peu de temps. Durant lesquels un Kobe pris dans une population de sujets comme vous et moi se montre enclin à envoyer des décharges électriques mortelles sous l'autorité d'un scientifique en blouse blanche. Les rapports entre confiance, soumission et pouvoir
produisent des situations qu'une philosophe bien connue, Hannah Arendt, a bien étudiées et analysées, comme lors du procès d'ancien nazi, Eichmann, en 1961. Elle fera un rapport qui conclut en la banalité du mal. Hannah Arendt y décrit des liens que vous et moi entretenons, dans les faits, avec notre environnement et ceux qui le peuplent. Ces liens que nous entretenons volontairement ou involontairement avec nos voisins, notre patron ou quelconque personnage en blouse blanche, sont-ils régis par une pensée qui met en acte, une pensée qui met en acte? Ou alors sommes-nous certainement reliés à une machinerie qui pense pour nous et nous autorise à dire « j'ai pas envie de me prendre la tête ». Une autre forme de lien, en voilà Eichmann s'opposer, une autre sorte de lien que du bonheur d'être ensemble. L'air frais, la nature grandiose nous rapproche de nous-mêmes, autant que les amis d'une cordée. Mais ça ne doit pas nous faire oublier ce célèbre tableau de Bruegel, qui illustre magnifiquement une procession des aveugles menée, regardez bien, par un aveugle. Cette représentation interroge un lien particulier qui serait dans notre vie nous lie à notre destin. Bruegel illustre une inévitable fatalité de la misère et du malheur qui l'accompagne. Interroger la liberté de nos choix, c'est interroger ce qui nous lie à la vie, à notre environnement, mais aussi ce que cet environnement a comme force pour conditionner notre avenir. En quoi sommes-nous libres? Une autre forme de lien, c'est assez grand, oui, tout le monde voit ce qui s'y passe. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit saint Matthieu, pour garantir sa pitance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. L'homme n'a cessé de faire des alliances, que ce soit avec le divin ou avec d'autres pourvoyeurs de ressources pour la préservation de sa bonne santé physique et mentale. Le plus profondément, dans ce qui nous occupe aujourd'hui, cela interroge sur l'importance symbolique du lien, fût-ce à la transcrire dans la chair. La circoncision n'est pas le seul exemple en ce sens. Le besoin d'appartenance à une communauté est un besoin de base, et nombreux sont les groupes humains qui ont gravé leur appartenance dans la chair. N'oublions pas que le lien a son envers, qui est l'exclusion. Et que l'exclusion a aussi été gravée dans la chair, pour bien faire une distinction entre certains dominés et les exclus. Je pense ici à une étoile jaune ou un tatouage avec un numéro de matricule. Ce sont aussi ces signes convictionnels qu'il faut en débattre. Le lien est inaliénable, on ne peut séparer. De son contraire, l'aliénation. Le lien est inaliénable, de son contraire, l'aliénation. Même si ce n'est pas étymologiquement totalement correct, aliéner peut se comprendre comme un lien avec un A privatif. L'aliénation est alors une privation du lien. Pas notre propos aujourd'hui de creuser plus loin la validité de certaines affirmations, mais je crois qu'il est important d'en partager certaines aussi en éthique du travail. Si certains considèrent avoir perdu leur vie à la gagner, il est légitime de se poser la question de la liberté réelle de l'engagement dans le contrat salarial. Et pourtant, dans toutes les enquêtes menées pour savoir ce que les populations estiment être important dans leur vie, le travail ressort toujours dans le peloton de tête. La question est alors de savoir ce que les travailleurs vont chercher sur leur lieu de travail ou dans l'exercice de leur profession. On fera ici passer très au-dessus de cette condition, mais on ne se trompe pas en répondant que le lien social, à travers les collègues, le sentiment d'utilité n'y est pas étranger. Autre forme d'aliénation, la famille, qui est malheureusement trop souvent un champ de bataille où des guerres sournoises piègent les enfants dans des enjeux qui les dépassent.
Ils mettent à mal le plein développement de leur potentialité. Priés de rejoindre un camp contre un autre, ils sont pris comme mercenaires et sont priés de partir en guerre contre notre camp. Nous pouvons constater que l'abject n'a pas de limite face à un enfant soldat. La thématique du lien et de l'aliénation est au cœur de cette abomination. Car comment est-il possible de faire d'un enfant un meurtrier sans user et abuser de ce que peut représenter le lien? Dernier exemple d'aliénation, celui d'une liaison à soi-même. Qui est le je qui est en moi? Quel lien le je entretient-il avec le moi? Est-ce de la honte, un sentiment grandiose ou un mix de ces considérations qui entretiennent le lien entre un je toujours singulier et une pluralité du moi? Je souffre-t-il d'une quelconque déliaison plus ou moins profonde avec son monde intérieur? Venons à quelque chose de plus joyeux. Il y a aussi d'autres formes de lien, comme celle du cœur. Alliance, engagement, ces liens des corps et des cœurs que la raison ne connaît pas toujours. Les alliances peuvent s'avérer fécondes et produiront alors un être pour lequel il faudra couper le cordon. Ce lien originel, réel, mais surtout symbolique, qui devra être rompu par le Père ou un autre tiers séparateur de la fusion maternelle. Il coupera ce lien, ou pas tout à fait, selon la circonstance et la qualité des étayages narcissiques, les élèves de la vie et le type de rapport subjectif qu'entretiennent les parents dans leur relation à l'égard de l'enfant. Selon la qualité du processus de détachement, l'enfant qui sera devenu adulte aura les outils de l'individuation pour s'autonomiser, s'émanciper. J'ai bien dit individuation et pas individualisation. L'individuation est cette faculté d'exister à part entière dans son espèce. La définition utilise le mot espèce, car nous ne sommes pas les seuls animaux sociaux sur cette terre. Alors, je vous propose de voir en deux plans. Il pourrait y avoir de nombreuses autres déclinaisons du lien social. Nous aurions pu par exemple apporter le nerf de la guerre, le lien à l'argent, le lien dans la foule et l'impact social du lien émotionnel créé par les phénomènes de foule. Il y a aussi ce lien avec la mort, qui sont à la base de nombreux rites, les rites funéraires, de l'aube de l'humanité. Dans une actualité contemporaine, nous pourrions aussi parler du phénomène, certains ont peut-être déjà entendu parler, d'ikikomori, particulier. Ce sont les jeunes japonais qui se coupent de tout lien social, autre que virtuel. Ils se cloîtrent chez eux tant ils ont peur ou se sentent incapables d'affronter les affres de la société moderne. Chez nous, le phénomène n'a pas encore donné un nom. Peut-être de meilleurs moyens de se faire voir. Après ce tour d'horizon, je vous propose d'avancer sur deux plans. Le premier consistera à tenter de cerner ce que le lien social peut représenter dans la vie qui se vit, dans le rapport au quotidien, celle des êtres en individu. C'est vous, c'est moi, un être qui se construit sa vie, et pour qui la vie le construit. La vie le construit par les rencontres, les épreuves, les questionnements sur lui-même, sur les autres, et aussi au travers des questionnements existentiels. Qu'est-ce que je fais là? Et si le curseur de la question est poussé encore plus loin, dans des moments sombres, la question pourra prendre la forme: qu'est-ce qui me lie encore à cette vie après cela? Nous terminerons par esquisser ce que nous pourrions qualifier de biologie du lien. Où et comment il est apparu? Et comment se révèle à la fois dans notre physiologie et dans notre être le lien à l'autre? Alors je vous propose
de creuser un peu plus loin donc ce lien social en prenant cette phrase. Ce n'est pas une définition. Elle va nous servir à construire quelque chose qui nous permettra d'avancer. Relation offrant le sentiment de partager du réel. Alors la relation. La relation peut être humaine, physique, humaine, physique, mentale, morale, une implication de tout cela. La relation humaine, je tiens à préciser qu'en mettant ce qualificatif humain, je limite donc en rien les potentialités de la relation au rapport exclusif entre les humains. La relation sociale pourra tout aussi bien concerner celle qui nous lie à nos plus vieux amis, le chien, le chat, le cheval, ou tout autre animal que nous avons d'abord apprivoisé. Ça veut dire quoi, apprivoiser, dit le petit prince. Oh, c'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça veut dire créer des liens. En parlant du plus vieil ami, voilà ce qu'il dit encore. Voilà. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Est-ce à Saint-Exupéry sa position philosophique qui mériterait un autre débat? Venons au mot relation, s'il est humaine, nous pouvons la décliner sur 4 modalités: physique, mentale, morale, ou ce savant mixte dont je vous parlais. Alors physique, c'est le moi bon. Cette enveloppe physique qui remplit également, selon Dieu, cette fonction de conteneur des fonctions psychiques. Un corps qui nous contient en tout. Selon cette conception, le nourrisson n'a pas intégré une quelconque limitation de l'étendue de son corps physique. Il est tout, et tout est lui. Le sein qui le nourrit, la main qui le porte et le caresse. Tout fait partie intégrante de son univers, où tout son corps physique est indistinct de toute représentation de lui-même. Le contour de l'enveloppe du moi de la relation physique évoluera avec l'âge. Certaines zones du corps, selon l'ambiance et les circonstances, seront alors plus particulièrement réceptives à certaines stimulations. Une main posée sur une épaule, une poignée de main où quelque chose est passé dans cette poignée de main. Ce sont aussi ces rapports charnels, où nous dévoilons une autre part de nous pour fusionner avec l'autre. Si je fais référence à ces liens charnels de l'intime, c'est aussi un rapport avec ce besoin de lien fondamental et procréateur qui font cruellement défaut dans la vie de certaines personnes. Je pense ici à l'assistance sexuelle pour les personnes âgées ou celles en situation de handicap. N'est-ce pas aussi un lien social qui se trame de ces intimités en souffrance, dont nul aujourd'hui ne niera plus le besoin et la légitimité de la demande d'assistance. Mentale, relation physique et mentale. Je la qualifierais de sentimentale, ou même plus exactement de ressenti mental. Que ce soit en nous donnant des ailes, des papillons dans le ventre, ou en nous faisant souffrir par une absence ou par un acte cruel infligé, la relation provoque toujours un ressenti mental. Il est issu de notre perception, par le sens. Ce sont des sentiments qui nous touchent, qui provoquent des réactions physiologiques en nous, des décharges d'hormones et tout un chamboulement du corps qui procurera un sentiment de bonheur, de mélancolie ou de souffrance. Ils peuvent prendre la forme d'un sentiment de reconnaissance. Oh, il m'a dit que c'était bien. Le cœur s'accélère. Les joues rougissent avec une impression de légèreté soudaine. Ils pourront également prendre des formes de sentiments plus diffus, avec par exemple un besoin d'affiliation, si important pour exister et se sécuriser avec un sentiment d'appartenance. Il pourra se manifester par l'amitié, la fraternité, l'appartenance à une famille, à un groupe, à une école, voire une entreprise. C'est aussi la haine, le dégoût pour cet autre qui n'est pas de nous.
besoins de reconnaissance et d'affiliation peuvent aussi trouver à s'exprimer dans une quête de sens qui s'exacerbera par un engagement dans un extrême ou dans un autre. Je pense ici aux jeunes radicalisés de tous bords et de tous horizons, que ce soit dans le djihadisme ou dans un gang de délinquants. La partie morale, je la laisse. Il y a aussi ces intrications, on ne peut pas ne pas communiquer. L'axiome bien connu de ceux qui étudient la communication témoigne de la complexité et des intrications intersubjectives entre le physique, le mental et les lois morales qui peuvent régir l'ensemble de nos interactions avec le monde. La relation est aussi symbolique. Religar, à l'origine de ce mot religion, se relier à soi-même et au monde par l'intercession d'une foi en une réalité supérieure, une ligature spirituelle immanente, transcendante. Croyant ou non en un principe supérieur, nous ne pouvons nier l'importance de ces croyances dans ce qui nous permet de dépasser ce qui nous dépasse. Aujourd'hui, c'est transhumanisme. Et les fois aveugles d'une science qui nous dédouanerait de prendre soin de notre planète. Certains veulent aller vivre sur Mars pour en une solution. Je vous suggère de voir ce vieux dessin animé Wall-E qui est magnifique. Ne sont-elles pas des béquilles conceptuelles pour dissimuler notre finitude, cachée sous le tapis, la perspective d'une mort qui sera certaine? Il y a quelques siècles ou millénaires, comment un père pouvait-il donner foi en la vie, en les forces de la nature à son petit-fils, à son petit-enfant qui regardait anxieux le soleil se coucher le soir? Oui, papa, il se lèvera le matin, le soleil. La symbolique est essentielle dans le bon développement des enfants. J'en veux pour preuve, outre les histoires et les légendes, ces fameux objets transitionnels des petits, mais aussi des grands. L'investissement symbolique pour combler le vide laissé par l'absence d'une figure d'attachement pour un petit avec son loup, sa pluche, laissera plus tard place à l'art, à la culture. Il n'y aura pas de deuil des objets transitionnels, mais bien un transfert progressif dans la sphère sociale. Si une structure intérieure de confiance suffisante s'est constituée dans l'enfance, le loup cédera la place à d'autres objets qui permettront d'investir la culture, l'art, la politique et à s'ouvrir au monde. L'enfant défocalisera ainsi son attention et ce bien symbolique primaire, si tout va bien, et investit alors son monde pour se construire et incorporer un référentiel puisé dans son environnement. C'est là toute la dynamique de la construction identitaire. Elle travaille à plein régime pour faire de nous l'individu que nous sommes aujourd'hui. L'identité est un autre sujet passionnant avec la construction d'un lien capital pour notre santé mentale. Le lien qui nous unit à un récit que nous faisons de nous-mêmes. Ce récit est une interprétation de notre propre histoire. Cette histoire, nous sommes à la fois les auteurs et les acteurs, et qui nous sommes. Une relation offrant le sentiment de partager du réel. Il semble difficile d'offrir sans qu'il y ait un lien établi ou une intention d'établir une relation. On peut offrir volontairement, alors c'est un comportement avec une intention d'offrir. On peut aussi offrir une ouverture à l'autre, être disponible à l'autre, se mettre en position de disponibilité, comme un commercial, un thérapeute, ou par une expression artistique. Mais on peut aussi être amené à offrir ou recevoir involontairement par certaines attitudes ou situations. Des regards qui se croisent quand on plonge ses yeux dans ceux d'un bébé. Coup de foudre. Les regards d'un chien aussi. Des invectives aussi qui partent toutes seules. C'est la faute à ce connard. Ce sont ces mots où le corps sont compulsivement amenés à parler sans intention d'offrir. Mais où l'autre, celui qui reçoit, peut être marqué au fer rouge par ces paroles blessantes
inscrites parfois dans une mémoire traumatique, qui peuvent mettre à mal une personne et l'handicaper lourdement de sa capacité à tisser ou retisser, après cela, une confiance, un lien social. Il y a aussi la disponibilité. Et puis les espaces réels ou virtuels. Dans cette pandémie, les espaces virtuels n'ont pris beaucoup de place. Ce sont ces lieux de rencontre, les espaces de parole, les espaces de l'intime, et puis les mouvements. Mouvements entre les temps et les espaces que nous offrons. Ce sont les espaces-temps, les partages de subjectivité. Ces espaces d'intérieur de l'un qui se disent à un autre par des mots et qui créent ensemble un nouveau monde, celui d'une intersubjectivité, le partage des mondes du vécu. C'est donner du temps pour tenter de comprendre les actes et les intentions de l'autre. C'est agir pour combler les espaces et le temps qui séparent les vécus de deux individus, pour les faire se rencontrer. Ces espaces-temps de l'intersubjectivité. Un partage créateur pour chacun, car c'est un nouveau monde qui s'ouvrira alors, celui de la compréhension du monde du vécu de l'autre. Une relation offrant un sentiment. J'ai le sentiment d'exister par ce que tu es, par ce que vous êtes. Le je n'a de sens que par celui qui l'écoute, le regarde et l'entend. Le lien à l'autre est d'abord un lien à soi. L'homme existe par et aussi pour autrui, puisqu'en étant qui il est, il donne à l'autre exister. Nous allons voir plus loin que cet aspect n'est pas une élucubration, mais bien une réalité biologique profondément enracinée dans nos cerveaux depuis des millions d'années. Le visage de l'autre est le reflet infini des potentialités du lien. Ami ou ennemi, intéressant ou inintéressant, l'autre me renvoie une somme phénoménale d'informations. Ces informations me questionnent sur moi-même au-delà des phénomènes et me permettent d'éprouver que j'existe. Certains philosophes, qui en partagent, comme Lévinas, je viens de citer, postulent l'antériorité du bien sur le mal. Bénévolence, c'est ce qui est à la racine du mot bienveillance. Vouloir le bien, la bienveillance, c'est vouloir partager le bien pour le bien lui-même, par amour du bien lui-même. Ça pose une question cruciale pour ce qui se jouera dans toute relation. Qu'est-ce que le bien? Nous avons vu que le lien pouvait avoir un versant aliénant, privant le lien, coupant le lien. Bon nombre de relations se fondent sur une conviction de bienveillance. Je suis persuadé que je fais du bien. La phase d'imprise, les phases d'imprise me peuvent révéler des réalités parfois fort différentes. Ouvert de faire pour le bien de l'autre, de nombreux flux libidinaux narcissiques se déversent et produisent des effets parfois désastreux sur autrui. Le pédagogue Philippe Mérieux est au garde à ce sujet. Il dit « La relation éducative impose que soit défini un référent, des savoirs, une culture, des connaissances à cette relation duel éducateur-éduqué. Elle garantit que celle-ci ne s'abîme pas dans le seul enjeu des affects. » Voilà un sujet corollaire du lien social et qui mériterait toute une journée. Qu'est-ce que la relation pédagogique? Enfin, pourquoi partager? Partager pour inclure ou pour exclure? J'ai le sentiment d'exister quand je me donne le pouvoir de t'exclure, exclure l'autre. Ce barbare est une dynamique identitaire si banale que nous pratiquons dans un moment ou un autre, consciemment ou inconsciemment, où rien ni personne n'a gagné quoi que ce soit. Mais les comptes de l'ego ne se font pas toujours tout de suite. La capacité à inhiber nos invectives,
exclusion barbare, dite tout haut ou entre les dents, et à projeter les conséquences de ces invectives sur ton source de ce qui peut être évité pour bien des cassures. La confiance en soi est parfois un fil très mince. Des paroles blessantes peuvent se persuader qu'on ne vaut rien et que la vie en elle-même ne nous relie plus à cette terre. Dernier mot, le réel. Qu'est-ce que le réel? Je ne me hasarderai pas dans une quelconque définition. Dans la relation qui me lie à autrui, le réel se jouera dans les espaces intersubjectifs où se portera un jugement. Je te juge comme quelqu'un de bien ou de malveillant. Le jugement est une perception du réel, par un vécu. Des traces d'un passé qui anticipent ce qui va venir, des comportements hostiles ou amicaux qui vont me frapper. Je pense ici à ces enfants des orphelinats de Roumanie à la fin du régime de Ceausescu. Aucune trace d'un sourire dans leur mémoire à ces enfants. Montrer des drames était pour eux une agression. Donc, le sourire bienveillant de ceux qui sont venus sortir de leur liquage, ces enfants qui se mutilaient et qui étaient dans des comportements autocentrés, ces médecins et ces infirmières qui sont venus les chercher, représentaient pour eux des agresseurs. Qu'est-ce qui a fondé notre jugement qui portera à la croyance en des valeurs partageables? Qu'est-ce que le réel d'un vécu qui s'imposera plus à un autre vécu? Le réel à titre individuel veut dire que c'est le distillat de toutes ces expériences vécues et qui nous permettent de continuer à nous prouver à nous-mêmes que nous existons, que nous valons quelque chose pour nous-mêmes, grâce ou à l'encontre du regard d'un autre. Dire que je suis malade, dire que je vais bien, dire qu'on en a bavé mais qu'on s'en est sorti, c'est construire un récit de soi et le partager. C'est mon réel. La maladie mentale, c'est mon propre poids de rigueur. C'est une incapacité à constituer un récit intelligible et acceptable de sa propre vie. C'est une incapacité à constituer un récit intelligible et acceptable de sa propre vie. J'ai essayé de partager avec vous ce constat que c'est dans la confiance de ces espaces partagés de subjectivité que le réel se trame. Mais aussi que le pire peut se produire dans la santé mentale quand il n'y a plus un lien suffisant avec un autre ou soi-même pour permettre de faire ce récit intelligible et acceptable de sa propre vie. Alors avançons, puisque le temps avance. Origine du lien. Je vais vous parler maintenant de biologie et d'origine du lien. Je vous propose d'entrer en matière par cette phrase du célèbre primatologue et éthologue Franz de Waal. Il dresse magnifiquement le tableau qui nous permettra de tenter de remonter aux sources de ce qui fait lien et à faire émerger le lien social dans notre espèce humaine, comme dans d'autres espèces. Reconnaître que nous sommes fondamentalement des animaux sociaux et examiner comment cela nous prédispose à nous traiter mutuellement est un bon point de départ, dit Franz de Waal. Reconnaître que nous sommes fondamentalement des animaux sociaux et examiner comment cela nous prédispose à nous traiter mutuellement est un bon point de départ. Il dit aussi, l'altruisme se développe à partir de l'empathie avec des personnes en difficulté et l'essence même de l'empathie consiste à brouiller la limite entre soi et l'autre. La limite entre soi et l'autre. Avoir développé au cours de l'évolution des espèces une capacité à brouiller les limites entre soi et l'autre implique un premier questionnement, celui sur soi. Qui est je? Cette question peut sembler idiote, et pourtant, nous présumons tous être capables de faire le ménage dans notre tête entre le je et nos rêves.
Alors la question que je pose ici, ce qui nous intéresse dans ce qui fait bien la suivante. Est-il possible de faire ce chemin vers soi-même, de faire le ménage dans la question du qui et je, tout seul? Est-ce possible de se découvrir soi sans l'intervention d'un autre que moi? Comment cet autre pourrait-il m'aider à découvrir un peu plus ce qui est je? Ou dit plus précisément, que puis-je lire dans l'autre? Bien sûr, il y a les mots, le langage, qui nous permet de le voir à travers les yeux d'un autre qui nous ouvre son monde intérieur. Il nous partage alors ses émotions, ses sentiments que nous pouvons, à notre tour, faire vivre en nous. Les langages des mots, un langage apparu dans l'évolution bien avant l'apparition du langage aussi. Ce sont ces signaux de détresse, les plaintes, mais aussi les émotions, les désirs, les peurs. Ce sont ces signaux que le corps de l'autre exprime et qui nous permettent d'interpréter et de vivre dans notre chair ce que l'autre ressent dans son corps. Freud disait que la meilleure manière de comprendre le geste de l'autre, c'est de l'imiter, de le mimer. C'est effectivement ce qui se produit dans nos cerveaux, sans nous en rendre compte. Vivre en soi le moi de l'autre est une faculté que nous partageons avec de nombreuses espèces, mammifères, corvidés, probablement d'autres espèces encore. Ce n'est que dans les années 90 que Rizzolatti a découvert qu'il en était vraiment ainsi. Comme on le voit, c'est assez petit. Mais quand on fait un mouvement, on comprend le mouvement parce que ce mouvement se fait dans notre cerveau. Mais on n'active pas les neurones qui font le mouvement. En 2010, ces suppositions ont été prouvées. Les expériences avaient été faites sur des macaques, il a fallu attendre 2010 pour bien voir que ça se passe comme ça. Chez les humains, ce qui avait été observé était aussi présent que sur les macaques. Les zones spécifiques du cerveau humain en rapport avec les fonctions miroirs ont été confirmées et cartographiées. Cette mise en miroir des neurones entre celui qui fait un mouvement et celui qui l'observe ne concerne pas que les mouvements amples du corps. Les plus petits mouvements de notre corps, comme ceux de nos visages pour exprimer une émotion, sont également concernés par cette mise en miroir. Nous percevons en nous l'émotion de l'autre en le mimant intérieurement. Nous comprenons le sourire de l'autre en souriant intérieurement. Alors je pose une question là. Que faut-il conclure de l'impact des masques sur le développement des tout-petits? Je terminerai par les cris de détresse. Les cris de détresse de nos petits semblent avoir joué un rôle important dans l'émergence de l'empathie. The Wild nous dit aussi, plus le nombre de petits que fait naître un animal est réduit, mieux il va s'occuper d'eux. Un exemple très rapide, la poule et la corneille. Une poule met 300 œufs par an, et la petite sera adulte 6 mois. Une corneille mettra une fois une couvée par an de 3 à 5 œufs, et sa maturité sexuelle sera à 2 ou 3 ans. Vous assurez-vous le regard par là. Car quand on observe cela, il semble qu'il faille du temps et beaucoup de soins que le cerveau et les petits corvidés, dans ce cas-ci, apprennent les fondamentaux de la vie sociale. Il faut du temps aussi pour apprendre à décoder les signaux et y répondre adéquatement lorsqu'ils deviendront sexuellement matures pour les petits et qu'ils auront à leur tour à devenir parents et à s'occuper d'eux. Un autre aspect important, et je ne vais pas le faire ici puisque on n'a pas beaucoup de temps, c'est la notion de néonatalité. La néonatalité, je dis ça. Elle a... vous perturbez avec le temps. La prématurité à la naissance. On va le voir ici. La néoténie, voilà. C'est une notion très importante dans le développement des espèces. C'est le fait que nos enfants naissent très prématurés par rapport aux autres. Alors, pour le faire bref, c'est que, au plus, dans les espèces, un petit naît prématurément, non pas prématuré, mais prématuré par rapport à d'autres
espèces, c'est-à-dire qu'il est immature à la naissance par rapport à d'autres. Un cheval, après quelques jours, il est debout, donc il faudra un peu plus de temps. Donc, en fonction de l'immaturité à la naissance, on se rend compte que les sociétés de ces primates ont développé entre elles des capacités de prosocialité. Plus l'espèce met au monde des petits qui auront besoin de soins longtemps, plus l'espèce va développer de la prosocialité, du lien. Et ce serait cela qui, chez nous, a créé l'empathie. Ce besoin de protéger nos petits, qu'une mère et un père ne peuvent faire seuls. C'est le village qui éduque un enfant. La sagesse traditionnelle de nos espèces savait qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ce tissu social qui donne à l'enfant tout ce que le groupe, la tribu, le village a pu accumuler comme expérience dans sa culture est toute dévouée à l'enfant en fonction des forces et des faiblesses individuelles. Alors je vais conclure. Le cadre, la structure, l'environnement dans lequel nous grandissons sculpte notre cerveau depuis notre naissance. Et on sait, même avant notre naissance. C'est aujourd'hui une évidence, mais au-delà de ce constat, nous ne pouvons qu'attester par nos propres vécus que ce sont nos interactions et les liens que nous tissons avec des esprits pensants et plus matures qui constitueront le socle de qui nous sommes, ce je qui est moi et qui aspire à être un adulte responsable et respectueux de son milieu, apte à raisonner avec sa raison et à raisonner face à la souffrance ou à la détresse. Un être capable est prêt à apporter son aide et son assistance de manière désintéressée, comme certains primates peuvent le faire. Alors, ce n'est pas une manière très conventionnelle de terminer, mais je voudrais vous proposer, parce que dans les temps, c'est pas mal, je vais vous proposer 2 citations qui me touchent particulièrement. L'une est d'un philosophe et sociologue, Arnold Rosa. Redonnez voix à ce monde, dit Arnold Rosa. Le faire chanter, voilà ce qui ne relève pas de notre seule compétence, mais qui n'est pas non plus hors de notre pouvoir. Il n'est pas trop tard pour commencer aujourd'hui à œuvrer à la qualité de notre relation au monde, à la fois individuellement et ensemble, politiquement. Un monde meilleur est possible, c'est l'auteur qui le souligne dans le texte. Un monde meilleur est possible. Un monde où il ne s'agit plus avant tout de disposer d'autrui, mais de l'entendre et de lui répondre. Cette deuxième citation, je l'ai prise parce qu'elle me tient aussi fortement à cœur. Elle est fortement en lien avec la relation d'aide. Elle est de Kierkegaard. Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, si je dois le chercher là où il est et commencer là, justement là, celui qui ne sait pas faire cela se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres. Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d'abord comprendre ce qu'il comprend. Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c'est parce que je suis orgueilleux et que je cherche à être admiré de l'autre plutôt que de l'aider. Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner. Et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider n'est pas vouloir maîtriser, mais vouloir servir. Si je n'y arrive pas, je ne puis aider l'autre. Merci. Merci Benoît. Ce que je vous propose, c'est que peut-être que vous avez des questions et que vous regardez ces questions précieusement
et de passer directement la parole à Jean Boussellier. Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc je tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, mon kiki. Enfin, voilà. Donc j'ai essayé de, quand on m'a parlé du thème, j'ai essayé de voir ce que je pourrais éventuellement évoquer en lien évidemment avec l'esprit de la matinée. Et puisqu'il s'agissait du lien social et de la crise du lien social, dans le fond il y a une question qui m'est venue, et je vais vous dire d'où elle me vient. C'est de se demander effectivement si par rapport au lien qui est fragilisé, qui est en crise, si la question qu'on doit se poser c'est de savoir comment faire pour sortir de la crise, pour essayer de restaurer le lien, si vous voulez, de le pacifier, enfin de l'améliorer, ou la question ne serait-elle pas de savoir si dans le fond le fait que le lien social ou les liens interpersonnels sont en crise, eh bien, le fait que ça soit traversé par des crises, c'est le propre de ce lien personnel. Et donc la question, c'est pas de savoir comment en sortir, c'est de savoir comment le supporter, évidemment. Donc voilà, c'est autour de ça que je voudrais vous proposer une petite réflexion. Et elle m'est venue d'où? Donc pourquoi j'ai pensé à ça à un moment donné, en entendant le thème général? Eh bien, ça m'est venu en fait d'un auteur qui fait peur aux étudiants. Donc s'il y a d'anciens étudiants ici, vous allez me les lire, mais rassurez-vous, c'est pas si pénible que ça. Donc c'est Kant, Kant qui est une bête noire des étudiants, enfin un jeu de cause dans une université, et quand ils ont une question sur Kant, je les vois changer de couleur, tout sauf Kant, enfin bon, soit. Et c'est vrai que Kant a évoqué dans un texte qui n'est pas très connu, mais qui est quand même parfois cité, attendez, j'essaie de trouver ça, il évoque les liens sociaux, et il dit c'est quoi la nature des liens sociaux entre les humains, c'est ce qu'il appelle, donc voici son expression, c'est l'insociable sociabilité des hommes. Et l'insociable sociabilité des hommes, ça veut dire quoi? Donc vous comprenez, c'est que quoi qu'on fasse, nous vivons ensemble, et ces liens sont animés par une tension. À la fois, nous sommes des asociaux, si vous voulez, ou des insociables, et en même temps, nous sommes sociables, nous avons besoin de relations. Et tout le problème, c'est non pas comment échapper à l'insociabilité pour être sociable, parce que là, vous ne faites plus que des individus, c'est de l'individualisation, atomisation, on n'est plus que des numéros, évidemment. Donc, c'est pas de savoir comment devenir social, mais c'est savoir comment combiner l'insociabilité avec la sociabilité. Alors, je vous dis juste, comme ça, vous pourrez dire au moins une chose de cette journée. Cette journée, on a vu du calme, c'est incroyable. Ça alimentera peut-être vos repas de Noël qui arrivent bientôt. Voilà, donc je vous lis le petit extrait de Kant qui m'est revenu à l'esprit. Donc il dit ceci, donc l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d'une répulsion générale à le faire. Et voilà le problème, évidemment. C'est dit, en fait, Kant c'est très simple, là, c'est parce que les profs sont compliqués, mais si vous dites Kant, c'est toujours très simple. Donc, doublé d'une répulsion générale à le faire, menaçant constamment de désagréger cette société. L'homme a un penchant à s'associer, car dans un tel état, il se sent plus comme par le développement de ses dispositions naturelles, c'est-à-dire qu'en vivant ensemble, on est plus fort, hein, si vous voulez, mais il manifeste aussi une grande propension à se détacher, à s'isoler, car il trouve en même temps en lui le caractère d'insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens. Et de ce fait, il s'attend à rencontrer des résistances de tous côtés, de même qu'il se sait par lui-même enclin à résister aux autres. Donc vous voyez, voilà, cette tension telle qu'il dénonce, et puis je vous lis, donc je vous laisse tomber des passages, et je vous lis encore deux phrases. Il dit ceci, par cette voie, c'est-à-dire donc par le fait qu'il faut, comment jongler avec les deux, par cette voie, un accord, alors c'est intéressant, c'est pour ça aussi que j'ai pensé à ce texte, puisqu'on est dans le cadre de la santé mentale, donc, un accord pathologiquement extorqué en vue de l'établissement d'une société peut se convertir en un tout miracle. Ce qu'il veut dire ici, ça devient un peu plus compliqué peut-être quand on l'entend comme ça la première fois, donc ce qu'il veut dire, c'est que c'est une tension qui évidemment fait souffrir. C'est pas confortable, si vous voulez. Mais ce qui est troublant, quand vous regardez l'histoire des cultures et l'histoire de l'humanité, c'est que c'est par cette tension qui fait souffrir que finalement les sociétés
société parviennent à faire lien et à survivre, jusqu'au moment où elles déclinent éventuellement. Mais en attendant, croire que cette tension se passe au détriment de la vie en commun, c'est un leurre. C'est en souffrant là-dedans, c'est en se dépatouillant là-dedans, c'est en jouant avec ça, que finalement on parvient à traverser quand même les épreuves et qu'on parvient à tenir ensemble. Regardez encore la crise du Covid ici, il n'y a pas eu d'effondrement, et d'ailleurs certains s'en plaignent. C'est une tension, on s'isole, etc. Mais enfin, on a fait bien autrement, puis finalement la vie continue malgré tout. Les épreuves sont des épreuves, mais ne sont pas forcément des coups d'arrêt. Même dans des catastrophes et même dans des guerres, les gens font de la résistance, d'autres manières de faire lien, bien évidemment. Donc, enfin voilà, je ne vais pas m'attaquer sur Kant, mais c'est l'idée qui m'est venue à l'esprit. On est tout le temps il me semble, dans ce que je peux observer, qu'on est souvent dans des discours crise, comment faire pour s'en sortir, et peut-être que la question est un peu ailleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est, donc non pas faire un commentaire de Kant, mais c'est à partir de cette idée qu'il suggère, en tout cas, c'est essayer de la comprendre dans un langage plus contemporain, pour essayer de souligner ce fait. Donc c'est une idée toute simple finalement, c'est que quoi que vous fassiez, quelle que soit la façon de l'aborder, c'est vrai que nous sommes toujours pris dans nos relations dans une tension qui est donc de l'ordre de la crise permanente, plus ou moins intense, pacifiée mais toujours là sous les cendres, et puis de temps en temps exacerbée évidemment. Alors si on part des symptômes, si on part d'abord de quand le lien social est mal mené, quand ça devient insupportable, quand il y a souffrance visible, comment peut-on le voir? Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais enfin c'est juste pour qu'on voit de quoi on parle concrètement. Il me semble, en tout cas c'est la grille de lecture que moi j'utilise, il me semble qu'il y a 3 types de comportements qui témoignent d'un lien social en crise. Alors, on peut évidemment étendre cela à l'infini, mais enfin en gros, donc vous avez d'abord des comportements qui seront des comportements de fuite. Donc des gens qui vont essayer de fuir le lien social, donc par exemple c'est une fugue, c'est par exemple, quand ce n'est pas une fugue, c'est quelqu'un qui essaie de fuir sa famille en partant au bout du monde sous prétexte que son travail s'y trouve. C'est par exemple, dans le cadre professionnel, quelqu'un qui a rendez-vous et puis qui ne vient pas au rendez-vous, qui ne prévient pas et qui ne téléphone même pas après pour s'excuser. Enfin, toute une série de fuites, des fuites physiques, où on essaie d'échapper à la présence de l'autre, on essaie d'échapper au lien d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est un premier phénomène, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est peut-être à interroger, bien sûr. Enfin, ici, si on généralise, qui est probablement une difficulté pour au moins une des deux parties. C'est éventuellement aussi, dans la fuite, on pourrait le comprendre ainsi, dans un couple, c'est le fait de se séparer, qui est une façon de fuir une relation qui était devenue invivable. Alors c'est une fuite positive. Peut-être quand on dit le mot fuite, n'entendez pas forcément quelque chose de négatif. Enfin, c'est le fait d'essayer d'échapper à une relation qu'on estime être devenue mortifère, invivable, insupportable, à raison ou à tort, d'une façon ou d'une autre. Deuxième symptôme qu'on peut repérer des liens sociaux qui deviennent difficiles, qui deviennent problématiques, et là ça peut être encore plus visible finalement, c'est tout ce qui va tourner autour de la violence. Le fait d'écraser l'autre, le fait de s'engueuler, le fait, quel que soit le degré de violence ici, bien sûr, d'une façon ou d'une autre, et cette violence qui existe dans les liens peut se manifester donc directement, évidemment, contre l'autre, ça c'est une évidence, mais ça peut aller jusque de la violence retournée contre soi, qui est encore une façon d'atteindre les autres, et dans certains cas, donc ce sont les personnes qui vont se suicider par violence retournée contre eux-mêmes. Donc c'est des suicides particuliers, en gros ça touche à des situations par exemple sur le lieu de travail, des personnes qui se suicident avec une lettre explicite disant vous m'avez pourri la vie et bien vous aurez ma mort sur votre conscience. Donc le but c'est bien de viser les autres à partir d'une souffrance vécue par la personne dans un contexte effectivement où il y a du lien, mais un lien qui a été insupportable pour la personne qui ne sait pas sentir comme lui, qui n'est pas clair pour les raisons ici. Et donc ça peut aller jusque là évidemment, ce n'est pas forcément la violence visible où j'agresse quelqu'un délibérément et on voit que je suis en train de le faire. Ça peut être de la violence sous d'autres formes, bien entendu. Et puis vous avez un troisième comportement aussi qui montre comment une difficulté dans le lien social, que ce soit en privé ou en collectivité, que sais-je, c'est tout ce qui sera plutôt catalogué de repli sur soi. Donc ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas de la violence, c'est des gens qui s'éteignent, qui ne supportent plus la présence des autres, mais qui ne fuient pas non plus, simplement foutez-moi la paix. Donc plus d'envie, plus de désir, et éventuellement des comportements qui vont rentrer dans
accentuation de ce repli sur soi à travers la toxicomanie, à travers l'alcoolisme, des choses pareilles. Et ça peut aller là aussi jusqu'au suicide, mais ce sont d'autres suicides ici, c'est des suicides par perte de sens. La société ne me soutient plus, je ne me reconnais plus, je ne supporte plus. Voilà, et la perte de sens fait que ces gens décrochent. Dans les maisons de repos, par exemple, ce sont des phénomènes de glissement. Voilà, on peut le décliner de 1000 façons. Où il y a là quelque chose comme un effacement de soi, où on s'absente du lien, on ne le fouille pas, etc. Mais on n'a plus la force de soutenir, d'y participer d'une manière ou d'une autre. Enfin, on peut, ce n'est pas du tout exhaustif, bien sûr, on devrait rentrer dans plus de détails, mais en attendant, c'est vrai que voilà, le lien social est probablement mal mené. Quand tout d'un coup, dans ma relation à l'autre, je vois, donc imaginons que moi j'ai envie de lien, je vois que l'autre ne joue plus le jeu, l'autre m'agresse, l'autre n'est pas là. Enfin, voilà, toutes ces situations-là, on se demande mais comment faire pour essayer de rattraper le morceau, à récupérer le gaillard, ne pas le lâcher, enfin, voilà, comment faire pour pacifier la relation éventuellement, etc. etc. Alors, ça c'est mon point de départ, donc concrètement, ce sont ces relations-là qui sont visées, en tout cas dans ma tête, c'est à ça que j'ai pensé d'abord. Et la question qui m'est venue, et là peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de cela, mais donc c'est pour vous montrer qu'on peut jouer avec certaines grilles de lecture, c'est de se demander dans toutes ces situations où il y a de la fuite, dans toutes ces situations où il y a de la violence ou bien du désinvestissement, une espèce d'effondrement intérieur, dans le fond, qu'est-ce qui est malmené? Parce que, évidemment, ce sont des comportements qui malmènent le lien social, mais qui traduisent que pour une des personnes ou pour une communauté éventuellement, il y a une souffrance là. On n'a jamais de violence en raison, on ne fuit pas sans raison non plus, même si elles sont fausses, mais en tout cas il y a des raisons qui poussent à le faire, et on ne s'effondre pas non plus sans raison. Donc la question que l'on doit se poser ici, vous allez voir, ça va nous ramener à Kant d'une certaine façon, c'est quand on est face à un lien social qui est malmené ainsi, dans le fond, plutôt que de courir à essayer de réparer le lien social, peut-être que la première question qu'on doit se poser, c'est mais quelle est la bonne raison qui fait que ce gaillard-là, pour le moment, il ne joue plus le jeu? Il m'échappe. Donc ça me blesse peut-être, mais en attendant, il a peut-être une bonne raison. Une raison qui est peut-être fausse, une raison avec laquelle je ne serais peut-être pas d'accord, mais pour lui, c'est une bonne raison. Et donc, quand on va chercher de ce côté-là, quand on essaye d'abord d'entendre les raisons de décrochage dans le lien social, donc quand vous allez au plus loin de ce que moi je suis capable de faire pour l'instant, j'en arrive à ceci. Quand on essaye d'écouter des gens, et puis qu'on essaye de le mettre en mots avec le bagage de la philosophie, ce que l'on peut dire, c'est que les personnes décrochent dans leur lien quand, d'une manière ou d'une autre, elles sont malmenées dans, et c'est ça qui est intéressant dans la crise, c'est que ça me fait voir, elles sont malmenées dans les désirs ou les attentes qui les portent. Et même si c'est à tort, mais en attendant, voilà, il y a là quelque chose qui est brisé. Et quand on essaye de nommer ces désirs ou ces attentes que l'on a dans nos liens, dans nos relations avec les autres, quand on essaie de les nommer, si vous m'avez déjà entendu, vous connaissez la chanson, c'est tout simplement 3 désirs dans le fond. Que l'on soit parent, que l'on soit professionnel, que l'on soit jeune, on est porté par ces désirs, et on pourrait même dire, c'est une prétention peut-être un peu exagérée, mais que c'est vrai pour tous les êtres humains quels qu'ils soient, c'est pas vrai que pour les occidentaux. Tout être humain est porté par au moins ces désirs-là. Simplement, dans les cultures différentes, ce sera mis en scène différemment, ce sera énoncé différemment, pas comme je vais vous le dire ici. Mais voilà, donc ici, on prétend toucher à des ressorts de l'existence humaine qui valent pour tout être humain. C'est une spécificité humaine, si vous voulez. Alors donc, quels sont ces désirs qui sont brisés, qui sont contrariés dans la relation et qui expliquent que du coup, je me réfugie dans la violence, etc., etc. Donc ce sont des zones sensibles, par conséquent, pour chacun d'entre nous aussi. Si on est touché là, en général, on ne s'amuse plus. Premier désir fondamental que l'on investit effectivement dans nos relations, c'est tout simplement ce qu'on appelle le désir de toute puissance. Et le désir de toute puissance en philosophie, donc faire attention, c'est pas le fait qu'on veut être le plus fort, c'est pas ça du tout, mais c'est tout simplement le fait que dans notre vie, nous cherchons, et en particulier dans nos relations aussi, donc nous cherchons toujours à être à la hauteur de ce que nous croyons devoir être. Le titre général de cette matinée, si vous prenez les professionnels, on peut s'attendre à ce qu'un professionnel qui est motivé par son travail, si vous n'aimez pas votre travail, évidemment, et que le but du jeu c'est d'avoir son salaire à la fin du mois, ce que je veux dire, vous ne comprendrez pas. Mais si vous aimez votre travail, c'est vrai qu'on a à cœur de bien faire son travail. C'est comme ça qu'on le dira dans le langage ordinaire. Et quand on dit j'ai à cœur d'essayer de bien faire mon travail, si vous le traduisez dans le vocabulaire des philosophes, on va dire donc vous êtes animé par un désir. Et ce désir, c'est ce que chez nous on appelle le désir de toute puissance. Donc pas le fait que vous voulez écraser les autres, ça n'a rien de... Donc l'expression n'est pas très heureuse, elle est ambiguë,
C'est pas le fait qu'on peut écraser les autres, mais c'est le fait qu'on a envie d'être à la hauteur de ce que l'on croit qu'on doit être. Un bon professionnel qui est effectivement. Si vous êtes parent ou grand-parent, que sais-je, et que vous aimez ce statut-là, que pour vous c'est important, vos enfants ou vos petits-enfants, eh bien on est aussi animé par ce désir de toute puissance, où on essaye d'être à la hauteur de ce que l'on croit devoir être, comme parent qui s'occupe de ses enfants, c'est-à-dire qu'on essaye de s'occuper bien d'eux, et que quand on est grand-parent, ben pareil, on essaye d'être à la hauteur de ce que l'on croit devoir être en tant que grand-père, grand-mère, d'une façon ou d'une autre. Et il y a cela que l'on recherche, puisque ça concerne la relation qu'on a avec nos enfants ou petits-enfants, ou avec nos clients, ou avec nos patients, je ne sais pas comment vous les appelez, moi, du côté professionnel. Enfin, dans cette relation, voilà, on essaye d'être à la hauteur de ce que l'on croit devoir être. Maintenant, deuxième aspect de ce désir de toute puissance qui nous anime, qui est un truc qui est là, c'est du viscéral, c'est pas intellectuel, quand on le met en mots, ça donne ce que je vous dis ici, c'est une solution, mais c'est d'abord des choses qu'on ressent, qu'on vit sans avoir besoin de faire de philosophie, évidemment. Deuxième aspect de ce désir de toute puissance, et ça peut être lié à notre propre culture, quoique, enfin, là il faut être peut-être plus prudent. Dans notre culture, nous avons une manière de considérer aussi la toute-puissance, le fait d'être à la hauteur de sa vie, à travers la notion d'autonomie. Donc, quand nous éduquons nos enfants, si vous prenez cette affaire-là, eh bien, on dira spontanément, c'est vrai que ce qu'on essaie de faire, c'est de les éduquer pour qu'ils soient autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent plus de personne, parce qu'un jour je serai mort, donc il faut qu'ils puissent être autonomes évidemment, et qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes, qu'ils puissent être l'acteur de leurs propres décisions, de prendre leur levier en main, d'une manière ou d'une autre. Et donc vous avez cette notion d'autonomie, le fait qu'on ne doit dépendre de personne, le fait qu'un être humain normal, c'est un être humain qui arrive à ce niveau-là. Si vous n'y arrivez pas, et que vous êtes dépendant, ben c'est que vous êtes faible, c'est que vous êtes fragile, c'est qu'il y a un problème, une pathologie, je ne sais pas quoi, mais c'est pas normal. Un être humain épanoui, c'est un être humain qui devient autonome et qui donc est à la hauteur de ce qu'on attend, ce qu'on exige d'un être humain. C'est normal, il est prévu pour ça, et l'éducation doit absolument ne jamais le contrarier, au contraire le développer. Donc ça c'est le premier aspect que nous investissons dans nos relations. Donc là où effectivement les relations comptent, on essaie d'être à la hauteur de ce que nous pensons devoir être. Si par exemple vous êtes, pour reprendre des exemples vus précédemment, si vous êtes dans une bande de tueurs, c'est la même chose. Je fais partie d'une bande et je suis content d'être dans cette bande et c'est ma vie et c'est comme ça et j'y adhère entièrement, je fais partie d'un gang, eh bien je serai et je me sentirai faire partie du gang si je suis à la hauteur de ce que je crois que je dois être. Et qui est notamment, vous voyez bien en plus ici, sollicité par les attentes des autres. Tu ne peux faire partie de la bande que si, donc vous pouvez faire partie de la société que si vous êtes autonome, que si vous êtes un bon professionnel sur qui on peut compter, etc. Et dans une bande de tueurs, eh bien, tu fais partie de la bande et c'est génial, et on peut vivre ensemble si tu es capable de tuer de sang-froid un enfant. Voilà. Et quand je le fais, je me sentirai à la hauteur de ce que je dois être, bien sûr. Si vous prenez des choses moins dramatiques, donc c'est pour que, je donne cet exemple un peu tiré par les cheveux, mais malheureusement il ne l'est pas, c'est pour que vous n'associez pas non plus le fait de se sentir à la hauteur de ce que l'on doit être à de la morale toute faite. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est être gentil, c'est être bon. Non. Peu importe les gens, peu importe le système auquel vous adhérez, peu importe la culture à laquelle vous adhérez, vous avez une conception de ce qui est bien, et ça peut être un tueur à gage qui ne se fait jamais prendre. Eh bien, si c'est ça que vous avez dans la tête, n'empêche que le crédibilité a le même désir que celui qui donne sa vie pour les autres. C'est le même désir. Être à la hauteur de ce que l'on croit devoir être. Quand je songe à l'éducation de mes enfants, pour vous donner un autre exemple, comment il y a toujours une période, je ne sais pas si c'est généralisable, mais enfin, nous on a vécu ça, donc une période qui est la période de l'adolescence, où plus ils sont crades, mieux ils se portent. Et alors évidemment, on a le sentiment qu'ils se laissent aller, que ça ne va pas, que c'est une déchéance, etc. Mais quand vous discutez avec eux, vous les laissez causer un petit peu, eux ils sont à la hauteur de ce qu'ils croient devoir être. Plus on pue, mieux on se porte. Alors on va vous dire, oui, enfin le lien social, etc., c'est insupportable pour les autres, le non, plus on est crade et mieux c'est, quoi. Et donc c'est terrible d'aller les chercher là en disant non, c'est pas bien, mais non, c'est comme ça que je dois être, d'ailleurs mes potes, etc. Voilà, donc c'est source de malentendu à l'infini. En fait, toujours est-il que, donc vous voyez aussi les problèmes arriver, n'empêche que nous sommes portés par ce désir. Voilà. Dans nos relations, nous essayons de voir dans le regard des autres que nous sommes bien à la hauteur de ce que nous pensons devoir être. Ça, c'est un premier ressort. Le deuxième ressort, c'est que dans nos relations, et ça découle de ce que je viens de vous dire, parce que tout est lié, ici on distingue des choses que nous vivons dans ce bloc, dans la vie évidemment,
effectivement. Mais donc quand on distingue, ce que l'on peut dire, c'est que le désir de toute puissance, c'est un désir qui concerne notre rapport à nous-mêmes, ma façon de me concevoir, de penser ce que je dois être pour que ma vie vaille la peine d'être vécue. Mais notre vie ne se réduit pas à un rapport à soi où j'ai envie de me sentir à la hauteur de ce que je crois devoir être. Nous sommes aussi des êtres de relation, et les deux sont liés. Enfin, déjà dans les exemples que je vous ai donnés jusqu'à présent, les relations sont présentes. Hein. Et donc, si on isole cette dimension-là, le fait que nous vivons avec nos enfants, petits-enfants, avec des collègues, avec des patients qu'on croise, etc., eh bien, c'est vrai qu'on dira au niveau de la relation, quand vous dégagez cet élément-là, il y a un désir spécifique. En tout cas, si on doit en parler, ce ne sera pas tout à fait le même que celui qu'on a déjà évoqué. Et ce désir spécifique, c'est quoi? Dans toutes les relations que vous investissez, c'est-à-dire dans les relations qui ont du sens pour vous, pas les anonymes que vous croisez en rue, mais donc là où vous allez vous investir. Eh bien, on peut dire de manière générale qu'il y a un désir qui est à l'œuvre, et ce désir, comment on va le nommer, donc de nouveau, c'est une convention ici, c'est ce qu'on appelle le désir de fusion. Et le désir de fusion, c'est quoi? De nouveau, l'expression est malheureuse, elle devient vraie dans certains cas rares, mais donc elle est peut-être exagérée au point de départ. Le désir de fusion, ça ne veut pas nécessairement dire, hein, vous avez parlé d'empathie, l'empathie, c'est pas la fusion, évidemment. Hein. Donc, ça ne veut pas. Dans une relation professionnelle, donc, par exemple, c'est le désir. Si je prends une relation professionnelle, on ne peut pas fusionner évidemment avec le patient qu'on a en face de soi, mais c'est vrai qu'il y a ce désir, et comment voulez-vous soigner si on n'y arrive pas, il y a ce désir qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse parler la même langue, ou sinon, comment voulez-vous qu'on puisse aider quelqu'un, c'est pas possible, hein. Ou bien alors vous recourez à la violence. Mais si on n'est pas dans la violence, ou là je force l'autre à être soigné, ben, on essaye de nouer un contact, de se comprendre, de comprendre ce qui nous oppose peut-être, de trouver un langage commun, et en espérant qu'en trouvant un langage commun, on trouvera une solution pour pouvoir continuer à vivre ensemble, pour pouvoir aider, ou que c'est l'autre, enfin, selon les circonstances. Donc on dira, dans toutes les relations qui sont des relations dans lesquelles on s'investit, même entre collègues, enfin peu importe, ben c'est vrai qu'il y a ce désir de rejoindre l'autre, de le comprendre, d'être compris par lui, enfin d'être sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qu'on appelle ici dans un premier temps la fusion. Mais maintenant, si vous prenez des relations plus intimes, plus intenses, par exemple nos amitiés, par exemple nos enfants, par exemple nos amours, eh bien c'est clair que là, ça peut aller jusqu'à ce désir de fusion à proprement parler. Hein, si vous prenez l'amour, qui est bon, c'est l'exemple le plus facile que l'on peut prendre, évidemment, ben, on recherche l'âme sœur quand même. Et tout qui a aimé quelqu'un ici, c'est que ce n'est pas qu'un mot creux, c'est vrai qu'on recherche quelqu'un ben, pas qui nous ressemble, par pitié non, mais en tout cas quelqu'un avec qui on peut s'entendre bien, où on peut se comprendre, où il y a une espèce de connivence, de complicité, enfin déclinez-le comme vous voulez, et qui se traduira peut-être, surtout dans les premiers mois, donc quand on est dans la passion, hein, par l'impossibilité de lâcher l'autre. Enfin, donc quand par exemple on se téléphone, c'est raccroche, non, c'est toi qui raccroche, on n'arrive pas à se séparer, tellement c'est insupportable. Ou quelqu'un à deux, et, enfin, voilà, on dira tout simplement on a l'autre dans la peau. Quoi. Et là, on pourrait se dire, quand on a la chance d'aimer quelqu'un qu'on aime, ou pardon, quand on a la chance d'être aimé par quelqu'un qu'on aime, parce que parfois on est aimé par des gens qui n'aiment pas, ça c'est un problème. C'est vrai, mais quand on a la chance donc d'être aimé par quelqu'un qu'on aime, c'est vrai que dire le désir de fusion semble dans ces moments-là accompli, ben, on aurait presque tendance à le croire, c'est vrai. Là c'est incroyable, enfin voilà. Alors vous avez la même chose dans l'amitié, hein, donc il y a des amitiés d'âge. Donc, comme quoi, ce n'est pas que l'amour. Hein. Donc, des gens qui disent ben, moi j'ai des amis, c'est incroyable, j'en ai peut-être que 2 dans ma vie, mais en attendant, ces 2 personnes, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais le courant passe, c'est assez magique. Quoi. Il y a des professionnels qui m'ont raconté la même chose. Hein. Ils disent ben voilà, donc j'ai 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de métier, et si je fais marche arrière et que je regarde un peu, ben, il y a 3-4 patients, je ne sais pas vous expliquer, mais c'était magique. Les autres, c'est laborieux, mais je ne sais pas pourquoi ces gens-là m'ont touché, il y a quelque chose qui s'est passé là, et puis maintenant je ne les vois plus, hein, donc, mais la relation a été particulière. Voilà, donc on a tous comme ça des exemples, on se dit, désir de fusion, c'est pas qu'une illusion, c'est vrai qu'il y a des relations avec nos enfants, ben là c'est encore pire, enfin, c'est peut-être même ça que d'abord vu, ça fait pire que la relation amoureuse, si vous avez des enfants, Dieu vous en préserve, enfin si vous en avez, c'est vrai qu'on les a là aussi dans la peau, et que ben, on aime bien tous les enfants du monde, mais nos enfants, c'est nos enfants, enfin. Et on a l'impression, tellement on fusionne, tellement on les connaît
connaît, tellement on a vécu avec, on a l'impression de bien les connaître, de savoir qui ils sont, de savoir ce qui est bien pour eux, pas tout ce que vous voulez, etc., etc. Donc, désir de fusion. C'est vrai que dans nos relations, nous recherchons cette proximité, nous ne recherchons pas le conflit, évidemment, nous recherchons cette connivence d'une façon ou d'une autre en tant que professionnel et dans notre vie privée, bien sûr. Maintenant, je devrais développer ça, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps, parce qu'il y a une fois qu'on développe, on essaie de répondre à la question, mais comment fait-on pour essayer de se sentir proche de quelqu'un? Ça, c'est une question peut-être plus de philosophe, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on se demande, mais comment faire donc pour arriver à se mettre dans une relation, ou nouer une relation qui nous donne l'impression d'être dans de la connivence. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut raconter, enfin bon, si je vous dis comme ça, je suis en train de le faire, mais qui permettent de comprendre aussi la variété des manières de fusionner. Je vais vous donner juste le résultat de ce détour qu'on pourrait prendre, mais je n'ai pas le temps donc de le prendre. C'est simplement que dans la manière de fusionner, vous pouvez vous y prendre au moins de 3 façons différentes. Alors, l'impression d'être dans une relation où effectivement, voilà, le courant passe. Alors vous avez l'idéal, prenez la relation amoureuse comme archétype, c'est tout simplement que à la fois je comprends l'autre et je me sens compris par lui. Donc il y a 2 mouvements, si vous voulez, dans nos relations. C'est le fait que j'essaye de comprendre la personne que j'ai en face de moi, évidemment, et je cherche par mon attitude aussi à être compris par elle. Et c'est quand cette alchimie se produit que c'est magique. Donc vous avez les relations merveilleuses, celles qui touchent, celles qui laissent une trace probablement, ces relations magiques, on ne sait pas très bien souvent comment on fait, mais c'est vrai que c'est cette alchimie qui s'est produite. Et puis comme il y a ces 2 mouvements dans toutes nos relations, eh bien c'est vrai que vous avez 2 variantes. La première variante, c'est tout simplement, et c'est aussi une relation fusionnelle, mais peut-être maladroite, c'est la relation où ce qui va l'emporter, ce n'est pas cet équilibre entre les 2, mais ce qui va l'emporter, c'est l'impression que j'ai de comprendre l'autre, la volonté que j'ai d'essayer de comprendre, de le cerner. C'est-à-dire, si je dois traduire ça, qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de comprendre quelqu'un? On le réduit à soi. Pourquoi? Parce que la compréhension que vous avez de quelqu'un, elle est où? Elle est dans votre tête, hein? Elle est nulle part ailleurs. Et donc, quand on essaie de comprendre quelqu'un, en fait, ce que l'on fait, c'est le réduire à ce que j'en comprends, à ce que j'en perçois, à tout ce que je peux mettre en lien. En fait, je me fais une image de ce qu'est l'autre que j'ai en face de moi. Eh bien, il y a des relations, effectivement. Bon, comment il y a des. Enfin, bon, rapidement, il y a des relations où ce qui va dominer, et c'est bien une façon de fusionner, hein, parce que vous voyez, je ramène l'autre à moi, il fait partie de mon monde, je l'ai compris. Mais c'est une fusion qui n'est pas équilibrée, parce que c'est une relation, vous comprenez, qui éventuellement peut tendre à de la violence. Hein, c'est Lacan qui avait une belle formule pour ça, qui disait quand on a le sentiment de comprendre mieux que l'autre qui est l'autre, il n'y a plus d'autre. C'est le début d'un système totalitaire, où on va avoir du pouvoir, tout ce que vous voulez, peu importe. Donc évidemment, c'est insupportable, mais n'empêche qu'en attendant, moi qui suis dans ce trip-là où j'ai l'impression d'avoir bien compris l'autre, hein, ça c'est la pathologie des parents ordinaires, ça, hein, donc je sais mieux que n'importe qui ce que sont mes enfants. Voilà, ça c'est on a beau le dire non, vous ne savez pas, vos enfants ont une vie autour de vous, non, je sais bien. Ça c'est une pathologie. Enfin, en attendant, c'est ce sentiment, vous voyez, un pathologie, ou en tout cas excessif, parce que pas loin de l'abus de pouvoir, c'est un sentiment qui me donne l'impression que mon enfant continue à faire partie de mon monde. Il m'appartient toujours, et donc d'une certaine façon, c'est ma façon à moi de ne pas le lâcher, donc de fusionner. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui vont jouer de ce lien, mais en mettant le curseur, donc non pas du côté de je m'acharne à essayer de comprendre tout le monde et de le ramener à mon monde et pour qu'il fasse ce que moi je pense qu'il doit faire, parce que je sais bien ce qui est bien pour lui, c'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui vont plutôt jouer donc à l'autre côté de la relation, qui est que mon souci, c'est non pas de réduire l'autre à moi, mais c'est au contraire de me réduire à ce que l'autre veut que je sois. C'est-à-dire, c'est la personne qui est dans la logique différente, c'est je me comprends en permanence à partir des autres, et de leurs attentes et de leurs demandes. Et quand vous développez ça, ça devient pathologique aussi, évidemment, lorsqu'il y a plus d'équilibre, hein, donc même quand ça se fait au détriment d'un équilibre, et que ça devient la personnalité de la personne, je ne sais pas vivre sans l'autre.
J'ai besoin, dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Et ce sont souvent des gens qui sont très serviables. Hein. Donc si vous connaissez des gens gentils, souvent ils sont là-dedans. Ils sont gentils en attendant, on en profite, mais bon, c'est terrible. Enfin bon, là aussi je pourrais raconter des choses, mais je n'ai pas le temps. Mais toujours est-il que, donc ça vous donne, ce que la psychologie nous a enseigné, ça vous donne les faux selfs, donc les faux sujets. C'est-à-dire des personnes qui effectivement sont tellement dans ce deuxième courant qu'elles n'arrivent à se donner une identité qu'à partir des attentes des autres. Et le prix à payer pour être cela, par exemple, quand on n'est plus qu'une mère ou qu'un père pour ses enfants, ben c'est que, évidemment, vous avez dû renier tous vos désirs. Ou en tout cas, un certain nombre de désirs. Hein, donc, je ne suis plus un professionnel, je ne suis plus un homme ou une femme, je ne suis plus que le père ou la mère de mes enfants. Enfin, et je ne vis plus qu'à travers leurs yeux. Dites-moi ce que vous voulez, en tant que mère, en tant que père, je le ferai. Même chose pour des professionnels, hein, qui n'existent plus qu'à travers leur métier, qui n'existent plus qu'à travers leurs patients, etc. Enfin, vous pouvez décliner la chose. Donc ça devient aussi pathologique parce que c'est une destruction de soi. C'est un peu, il y a un titre d'ouvrage que j'aime bien de Bettelheim qui illustre ça, c'est la forteresse vie. Donc des gens qui de l'extérieur vous donnent l'impression d'être super sympas, forcément, puisqu'ils font tout ce que vous voulez. Mais dedans c'est vide. Parce que le prix qu'ils doivent payer pour pouvoir faire tout ce qu'on attend d'eux, c'est de se détruire intérieurement. Ben, tant pis, le désir, ça passera après. Ce sera pour demain, le jour où je serai pensionné, pas tout ce que vous voulez. Et en attendant, je ne fais rien de ma vie. Et le jour où, évidemment, on a perdu le regard des autres, on n'est plus rien. Et ça, c'est une catastrophe. Enfin bon, mais n'empêche que c'est une façon de fusionner encore. Vous comprenez? Puisque tant que je vis accroché au regard des autres, je ne les lâche pas, je ne les perds pas, je dépends d'eux. La dépendance est une façon maladroite, pathologique, effectivement, de fusionner, d'essayer de se sentir aimé, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, et donc d'accomplir ce désir de fusion. Donc, deux désirs pour l'instant, et je laisse tomber le troisième, c'est pas grave, mais donc vous comprenez que dans nos relations, c'est vrai que nous venons avec des attentes, avec des projections, avec des désirs, et ça nous ramène à Kant. Pourquoi? Quand on voit les choses ainsi, quand on voit que nous sommes à la fois pétris par ce désir de toute puissance qui confine à l'autonomie dans notre culture, et en même temps ce désir de fusion, c'est-à-dire de se sentir aimé, de se sentir proche des gens. Mais vous comprenez bien que c'est effectivement deux désirs qui s'opposent. J'ai envie d'être autonome et qu'on me foute la paix, je ne dois dépendre de personne, et c'est vrai que dans une relation de couple, par exemple, le psy parle souvent de ça, c'est un des enjeux, c'est à la fois de se livrer, de se donner à l'autre, et en même temps la peur de s'y perdre. Parce que oui, en attendant, je dois vivre ma vie, quoi. Et donc il y a cette autonomie, donc suis-je à la hauteur de mon existence si je renonce à mon autonomie? Ben non, je deviens faible, je deviens dépendant, c'est insupportable, donc je dois rester autonome. Mais en même temps, j'ai besoin d'être aimé. Et c'est horrible. Et j'ai besoin de pouvoir rejoindre quelqu'un, de me sentir rejoint, de me sentir compris, et c'est presque de la dépendance, et ça c'est insupportable. Et donc effectivement, nous qui sommes pris dans nos désirs, qui allons dans nos relations avec ces désirs pour essayer de les combler, voilà qu'en réalité, ce que nous mettons en scène, et c'est ce qui fait que nos relations ne seront jamais pacifiées, c'est en fait des désirs contradictoires. Mais en attendant, il faut aller plus loin. Deuxième point, c'est que la violence, la fuite, l'effondrement, enfin toutes ces crises que peuvent prendre nos relations personnelles et voire nos relations sociales, si vous l'étendez, on peut élargir le débat évidemment au niveau d'une société, comment c'est que donc toutes ces difficultés qui nous mettent en échec par rapport à ces désirs. Hein, c'est-à-dire que ben voilà, je voulais être autonome, puis je me sens un peu bouffé par l'autre, j'ai envie d'être aimé, et puis l'autre me trahit, l'autre ne fait pas ce qu'on avait fixé un rendez-vous, il ne vient pas, tout ce que vous voulez, les bénéfices de la vie, quoi. Hein. Donc ces situations-là qui nous mettent en échec dans nos désirs, ce que les philosophes vont vous dire, c'est ceci. Donc quand on réfléchit en termes de crise à dépasser, on va vous demander, ben, c'est vrai que c'est difficile, donc notre question, ça devrait être comment faire pour que nos relations respectent à la fois l'autonomie, et comment faire pour qu'en même temps, sans renier l'autonomie, eh bien, on ait quand même le sentiment d'être respecté, ou d'être aimé, ou que sais-je d'autre. Mais c'est impossible. Donc, ce que l'on va vous dire en philosophie, c'est ceci, plutôt que de vous poser des questions de « mais c'est quoi les trucs pour s'en sortir, quoi, pour être comblé dans tous ces désirs, pour que nos relations se passent bien ?» Eh bien, on va vous dire « attendez là, pas trop vite, avant de chercher des solutions,
demandez-vous si l'échec de nos relations, c'est-à-dire la difficulté, l'échec c'est pas forcément des drames, mais enfin en tout cas les malentendus, le fait que ça ne marche pas toujours, pas tous les jours, en tout cas, ce genre de truc, qu'est-ce que ça nous apprend sur ce que nous sommes? Avant que de nous enfermer dans nos désirs et de voir comment les combler, c'est peut-être intéressant de se demander, et puisque nous n'y arrivons pas, peut-être que ça dit quelque chose de ce que nous sommes réellement, non pas de ce que nous désirons être, mais de ce que, en attendant, avant que d'être ce que nous désirons être, ce que nous sommes de fait. Et quand vous faites ce détour-là, quand vous vous posez cette belle question, c'est important parce que quand on accompagne les gens, cette petite nota bene, s'il faut faire un lien avec la pratique, c'est que souvent il y a des gens qui sont tellement enfermés dans leur désir qu'ils ont l'impression que s'ils n'arrivent pas à accomplir leur désir, alors leur vie n'est plus rien. Vous comprenez? Donc du coup, dites-moi comment être autonome, dites-moi comment être aimé, enfin, parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de ça. Et vous voyez bien, donc la première chose qu'on peut faire, c'est non, vous n'êtes pas plus rien quand vous vous cassez la figure. Vous êtes toujours vivant. Mais avant que de savoir comment fuir cela, comment essayer d'y échapper, demandez-vous, mais c'est quoi être un vivant qui est en train de se casser la figure, qui se sent abandonné, qui se sent ceci, qui se sent cela, qui n'arrive plus à faire rien. Et quand vous essayez de voir donc ce qui reste de nous, quand on est en crise, quand on a tout perdu, quand ça ne va pas, donc l'os, quoi, si vous voulez, on ne peut pas nous enlever, eh bien, ce que l'on peut dire par rapport aux deux désirs que j'ai évoqués ici, c'est en fait tout l'inverse. C'est-à-dire, la première chose que vous découvrez quand vous essayez d'accueillir la réalité qui reste, c'est que nous rêvons sans doute d'être tout-puissants à la hauteur, etc., etc. Mais ce que nous découvrons quand ça ne va plus, quand tout d'un coup on est en souffrance, c'est qu'en réalité nous sommes quelqu'un qui est limité. On désire être tout-puissant, mais en réalité nous sommes limités. Par exemple, je devrais, quand je me pense être à la hauteur de ma vie, en tant que professionnel ou je ne sais quoi d'autre, je devrais être capable de supporter tous les patients. Je suis payé pour ça, et donc c'est comme ça que ça doit aller. Dans la réalité, on ne peut peut-être pas le dire ici, mais enfin en privé, on peut en discuter si vous voulez, mais il y a des gens qui disent, oui, il y a des patients qu'on ne sait pas supporter. C'est horrible, et du coup on se sent coupable. Pourquoi on se sent coupable? Et c'est là que les hommes commencent, parce que je devrais être capable de supporter tout le monde, parce que je suis payé pour ça. Et c'est horrible, vous comprenez? Donc, enfin, si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai un ami qui dit tout le temps, et c'est un truc qui m'est resté gravé, c'est une expression connue, ça n'a rien d'original, c'est on tresse la corde avec laquelle on se porte soi-même. Et plus effectivement on s'accroche à ce désir, je dois être capable d'être à la hauteur dans la vie privée, en tant que parent, je dois être capable de supporter mes enfants et de les accompagner quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils deviennent. Et puis, donc, je ne sais pas si vous, c'est le cas, en tout cas, à Namur, je peux vous dire que moi j'ai une Namur, les parents ne supportent pas tous leurs enfants. Alors après, on se moque, on se dit, mais j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais dû lui dire, mais je n'ai pas dit. Et on n'en sort pas, et on se juge, et on désespère, et on souffre, c'est terrible, parce qu'on croit que ce que nous devons être, c'est effectivement un parent tout-puissant, capable d'aimer ses enfants tout le temps, toujours, 24 heures sur 24. Même chose dans un couple, c'est dans la passion, évidemment, quand on s'aime 24 heures sur 24, mais quelques semaines plus tard, c'est tu me fous la paix comme aujourd'hui. Il n'y a rien à faire, les limites reprennent le pas, bien sûr. Donc, ce que l'on découvre en réalité dans les moments de crise, donc là c'est vrai que ce sont des moments qui sont extraordinaires, parce que ça montre ce qui reste de nous quand les masques tombent, quand les jeux de surface, si vous voulez, s'interrompent. Et ce que l'on découvre, c'est qu'en fait, moi qui rêve de toute puissance, d'être capable de tout, etc., en fait, je suis quelqu'un qui ne peut pas tout supporter. Et vous voyez qu'on retrouve l'insociable sociabilité des hommes. Nous sommes limités et que notre réalité, c'est d'être limité. Même quand tout va bien et qu'on a l'impression que c'est génial, que je fais tout ce que je veux, etc., nous sommes pourtant et nous demeurons limités, simplement la limite n'est pas encore visible. Mais nous sommes nés limités, nous mourrons limités, enfin, nous sommes limités, quoi qu'on fasse. Et c'est ce qui explique aussi, quand vous développez ce sujet-là, quand vous développez cette dimension-là de notre être, et bien c'est ce qui va expliquer aussi que, par conséquent, un des signes de, on est limité par le temps aussi, un des signes de cette limitation qui est la nôtre, de ce qu'on appelle en philosophie la finitude humaine, c'est tout simplement le fait que nous sommes tellement limités que, et paradoxe, nous avons besoin des autres. Si nous étions de fait tout-puissants, eh bien nous n'aurions pas besoin des autres, et du coup la question de la sociabilité, du lien social ne se poserait pas. Nous serions de fait autonomes comme on nous dit qu'on doit l'être, si vous voulez. Et donc si on est autonome, qu'est-ce que vous voulez qu'on s'encombre de liens? Les liens ne deviennent plus qu'un loisir qu'on s'octroie de temps en temps éventuellement. Mais les liens ne sont pas des loisirs.
C'est ça le problème. Enfin, ils peuvent être aussi des loisirs. On peut payer un ami, si vous voulez absolument avoir un ami, il y a un film qui joue avec ça. Voilà, on peut imaginer tout et n'importe quoi, on peut commercialiser n'importe quoi, évidemment, même les êtres humains. Mais ce que l'on doit dire ici, c'est que quand on creuse ce fil, c'est tout simplement que nous sommes limités. Limité, ça veut dire que notre nature est telle que tout seul nous ne nous en sortons pas. Et que donc, loin d'être autonomes, en réalité, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est ce que nous vivons en permanence, c'est des êtres qui sont interdépendants. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire précis, c'est l'hétéronomie, si vous voulez. Donc nous sommes des êtres qui en permanence dépendons des autres pour avoir à manger, pour s'habiller, etc. etc. Quand j'explique ça aux étudiants, parce que parfois ils sont autonomes évidemment, et donc je leur dis, vous êtes autonome, donc on est bien d'accord que l'autonomie, c'est vous ne dépendez que de vous-même, vous décidez pour vous-même, etc. Et les autres, ça vient après, mais en attendant vous êtes capable de décider pour vous-même et de ne vivre que par vous-même, et bien très bien. Quand vous sortirez de l'auditoire dans lequel on est, donc, eh bien, vous laisserez ici, puisque vous êtes soi-disant autonome, vous laisserez ici tout ce qui ne vient pas de vous. Je vous assure, il y en a qui vont courir vite, parce que la première chose qui ne vient pas de nous, c'est déjà nos vêtements. Et puis c'est le portefeuille, c'est tout, tout qui passe, l'argent, ça ne vient pas de moi, je le reçois, et puis à un moment donné, on court vite, mais on ne sait pas vivre, enfin. Si vous voulez détruire quelqu'un, vous le réduisez à cet état d'autonomie où il ne dépendrait soi-disant plus que de lui-même, et vous l'avez perdu, vous le mettez en danger en réalité. La nature humaine, les enfants, etc., l'éducation nous l'enseigne, nous avons besoin des autres en permanence. Donc ce que nous sommes fondamentalement, c'est des êtres dépendants, s'il faut le dire de manière un peu tranchée. Mais ça choque notre désir d'être autonome. Parce qu'on nous a... un exemple encore que je vous donne pour bien faire comprendre la chose, mais bon, vous avez compris l'idée, on dit qu'on éduque nos enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Parce qu'on pourrait toujours dire, oui, enfin, monsieur Boulou, quand même, on éduque nos enfants pour qu'ils soient autonomes. Mais quand vous réfléchissez, c'est quoi éduquer son enfant pour qu'il soit autonome? Eh bien, parce que ce n'est pas, en fait, l'éduquer pour qu'il puisse ne plus dépendre de sa famille, mais dépendre, par exemple, du monde du travail qui va lui permettre de continuer à vivre. Et donc, en réalité, rendre un enfant autonome, c'est pas du tout faire en sorte qu'il puisse vivre par lui-même, c'est en fait lui apprendre à pouvoir dépendre d'autres que de ses parents. Et donc, c'est passer d'une dépendance à l'autre, évidemment. Cette notion d'autonomie, là aussi, pour faire un colloque là-dessus, c'est un piège à con. Nous sommes tous pris là-dedans et on essaye de rendre les gens autonomes et on essaye de comprendre les gens comme s'ils étaient autonomes. Et en fait, nous ne savons pas ce que nous faisons. La façon que nous avons de rendre compte de nos relations ou de nos métiers est complètement à côté de la réalité de ce qu'on est en train de faire quand on fait nos métiers. Et donc c'est comme ça que vous rendez les gens fous. Donc les plus aliénés dans l'affaire, ce sont, je ne sais pas qui c'est, si c'est le malade ou le professionnel, mais le professionnel qui est convaincu qu'il rend ses patients autonomes, en tout cas il doit soigner aussi. Mais donc ça c'est le premier point. Donc la réalité quand on est dans ces moments difficiles où le lien est en crise, c'est qu'on se rend compte que voilà, j'ai pas pu sauver mon enfant, j'ai pas pu le retenir, j'ai pas pu empêcher le patient, je n'arrive plus à le convaincre, on ne se comprend plus, il m'a trahi, tout ce que vous voulez. Toutes ces situations-là, ça nous renvoie à nos limites en tant que professionnels, en tant que parents, en tant que grands-parents, etc. Ça, c'est tout simplement que, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que dans nos relations, quand elles comptent pour nous, il y a cette envie qu'on se comprenne, quoi. Et ça peut culminer jusqu'à vraiment se fusionner, de se rejoindre, de ne faire qu'un à deux, etc., etc. Mais ce que les malentendus, les disputes et compagnie nous enseignent, c'est quoi? C'est qu'en réalité, loin d'être quelqu'un qui peut fusionner, en réalité, ce que nous sommes, c'est quelqu'un qui est une solitude indépassable. C'est comme ça qu'on va le dire en philosophie. Alors il faut préciser, parce que solitude, je ne sais pas comment ça résonne dans nos oreilles, mais dans le commun, en tout cas, on entend solitude par le fait d'être tout seul au monde. Alors si c'est ça, c'est faux. On n'est pas tout seul au monde, parce qu'on est ensemble, on a des relations, donc ça c'est idiot. Et on vient de dire en plus que nous sommes interdépendants, donc la solitude, ce n'est pas ça, bien sûr, au sens où les philosophes l'entendent. Quand vous êtes privé de relations, donc on ne parlera pas de solitude, on parlera d'isolement. Donc au niveau du vocabulaire, pour ne pas tout mélanger, mais c'est des conventions, on s'en fout. Maintenant, la solitude, ce qu'on appelle une solitude, c'est quoi? C'est un truc tout à fait étonnant, que nous ne cessons de vivre, mais sans y penser, il est vrai le plus souvent, c'est que, par opposition à la fusion, c'est que nous sommes tous des êtres en relation avec les autres. Donc la solitude, c'est ça. Mais ce que nous vivons dans les relations que nous avons avec les gens qui comptent pour nous, c'est ce drôle de truc que à la fois ça me nourrit ou ça me détruit, donc c'est-à-dire que la relation a un réel impact sur moi, c'est pas du vent,
mais que quand bien même cette relation bien réelle me nourrit ou me détruit, ou me fait du mal ou m'ennuie, n'empêche qu'il y a quelque chose de curieux, c'est que l'autre ne cesse de m'échapper. C'est-à-dire que jamais, et c'est ça le propre pour les philosophes de l'empathie, l'empathie c'est le mot qu'on essaie de dire pour dire faites attention, c'est vrai qu'on peut comprendre l'autre, bien sûr qu'on peut comprendre l'autre heureusement, sinon on ne pourrait pas parler, mais on peut se comprendre sans jamais rejoindre pourtant le vécu de l'autre. Je peux voir que quelqu'un souffre, et je peux souffrir de le voir souffrir, mais en attendant, jamais je ne porterai la souffrance qui est la sienne. Il y a là quelque chose dans le vécu de l'autre, dont il peut témoigner par des mots, par des mimiques ou par n'importe quoi, mais n'empêche, le vécu tel qu'il est vécu par la personne, ça vous pouvez lancer sur votre terre, ça vous restera à tout jamais un mystère. Simplement, vous ressentez des choses, mais vous voyez bien quand on le dit, ça suffit déjà pour le comprendre, vous ressentez des choses qui soi-disant concernent l'autre, mais en attendant, c'est bien votre ressenti, et c'est bien vous qui ressentez ce que vous ressentez. Vous n'êtes jamais à la place de l'autre, et c'est horrible d'ailleurs, hein, quand vous prenez, moi je travaille dans le monde de la santé au sens large, et quand on discute avec des parents, par exemple, qui ont un enfant en souffrance, il y a des parents qui disent, hein, mais si je pouvais être à sa place, si je pouvais porter un peu de sa souffrance, c'est horrible d'être là avec ses limites, avec un amour limité qui ne peut pas sauver son enfant, enfin. Et donc ça c'est la question de l'absence de toute puissance, hein, donc c'est la finitude. Et puis donc l'idée de rejoindre son enfant, de porter sa souffrance, d'être avec lui, de se battre avec lui, et de constater, donc ça c'est le désir de fusion, mais de constater qu'on a beau être près de son enfant, on a beau le prendre dans ses bras, en attendant malheureusement on ne peut pas souffrir à sa place, on peut souffrir avec. Mais vous comprenez bien, c'est la souffrance d'une maman ou d'un papa qui souffre de voir son enfant souffrir, et cette souffrance n'a rien à voir avec le fait de souffrir comme malade. Et donc ce sont là déjà, dira-t-on dans le langage des philosophes, deux solitudes qui peuvent être en relation, et cette relation peut aider chacun d'ailleurs à supporter la tragédie qui est vécue là, mais en attendant, il n'y a pas de fusion. Donc, et d'ailleurs on vous dira, quand on développe ce sujet-là, pour qu'il y ait relation, il ne faut surtout pas de fusion, ou sinon vous êtes dans la confusion. Et là ça perdu, on ne sait plus qui est qui, enfin, là c'est évidemment une catastrophe. Enfin, toujours est-il que je reviens à mon affaire, donc ce qu'on découvre à travers tous les malentendus, à travers les abandons, à travers toutes ces crises que le lien peut vivre éventuellement, c'est qu'en réalité, on peut bien faire ce que l'on veut, l'autre peut toujours nous surprendre et nous trahir, par exemple, précisément parce que, contre mes ressentis, eh bien, il ne cesse de m'échapper. Donc j'ai eu vraiment l'impression, quand il a signé le contrat, qu'il allait venir, qu'il allait être régulier, il me l'a juré, il me l'a promis, il a même payé à l'avance les 5 séances à venir. Et à la première séance, il était déjà parti. Sentiment de trahison. Mais vous voyez bien, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que vous pouvez être convaincu de ce que vous voulez sur les autres, en attendant le vécu vous échappe. Et c'est pour ça que, de fait, malgré toutes vos impressions, vous pouvez être surpris négativement. Mais ce qui est vrai aussi, parce que ce n'est pas que négatif, c'est que c'est précisément parce que l'autre ne cesse de nous échapper que du coup on peut être aussi agréablement surpris. Hein, donc, il y a plein d'exemples. Donc, le fait qu'on vous fasse un cadeau alors que vous ne l'attendez pas, pourquoi vous êtes touché, pourquoi vous êtes surpris? Précisément parce que vous croyez bien connaître vos enfants, ou vous croyez bien connaître votre mari, ou votre épouse, ou votre compagnon, ou votre compagne, mais en attendant, ils sont toujours capables de vous surprendre positivement, négativement, parce qu'avec tout ce que vous connaissez d'eux, n'empêche qu'ils y vivent, eux, encore en dehors. Ils ne se réduisent pas à ce que vous croyez connaître d'eux d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est cette fameuse solitude à laquelle nous sommes en permanence ramenés. Dans nos relations, nous voudrions être proches des gens qui comptent pour nous et on se rend compte qu'on peut être juste avec, mais on n'arrive pas à les rejoindre. Et voilà que vous retrouvez maintenant, pour la deuxième fois, mais ici à un niveau qui ne relève plus des désirs, qui sont des désirs illusoires, la toute-puissance et la fusion, mais on ne fusionne jamais et on n'est jamais tout-puissant. Donc c'est vrai qu'il y a là une opposition, mais c'est une opposition de surface, celle-là. En fait, quand vous essayez de voir, mais que sommes-nous comme êtres humains réellement? Pas ce qu'on désirait, mais ce que nous sommes de fait. Ce que nous sommes de fait, c'est quelqu'un qui est limité, et c'est quelqu'un qui est une solitude, au sens où on vient de le dire. Et quand vous mettez les deux termes ensemble, dans ce que nous sommes pour du vrai, eh bien, en tout cas, on a l'impression que c'est un peu plus juste de dire que nous sommes cela plutôt que ce que nous désirons être. Eh bien, nous nous rendons compte de quoi? C'est que nous retombons sur la phrase de Kant. Entre mon
ma limite qui m'oblige à être dépendant des autres. Et le fait qu'en même temps, pourtant, je n'arrive jamais à rejoindre l'autre. Je n'arrive jamais à être avec parce que l'autre m'échappe toujours, enfin. Et j'ai toujours raison de me méfier aussi. Si je suis lucide, on va me méfier ou d'être ouvert aux imprévus d'une manière ou d'une autre. Enfin, entre la solitude et la finitude, eh bien, ça montre l'impossibilité, effectivement, de pouvoir être en relation de manière apaisée. Nous sommes toujours déchirés entre ces deux réalités de notre être. Nous avons besoin des autres et pourtant jamais on les rejoint. C'est insupportable. Et c'est le début de tous les reproches, évidemment. Alors, voilà donc ce que l'on peut dire dans une approche rapide, donc je vais conclure puisque je pense que le temps est terminé, mais donc c'est vrai que ce dans quoi nous sommes pris en tant qu'êtres humains, c'est dans ces dilemmes, et c'est la raison pour laquelle, donc c'était mon point de départ, je ne sais pas si la question qu'on doit réfléchir, c'est de savoir comment faire pour sortir des crises que nous vivons. Je me demande parfois si la question qu'on doit se poser, ce n'est pas comment apprendre à chacun d'entre nous, aux gens qu'on essaie d'aider, de les aider à vivre les tensions qui sont inévitables dans la vie en commun. Le fait que ce soit toujours une crise permanente, si vous voulez, plus ou moins intense selon les circonstances, c'est normal. Et je vais terminer par une petite image, si vous êtes d'accord, qui est en fait un successeur de Kant. Donc vous savez, il y a Kant, et puis un des lecteurs de Kant qui va suivre, c'est Schopenhauer. Et Schopenhauer a une très belle image pour évoquer cette insociable sociabilité des hommes qui nous caractérise vraisemblablement. C'est l'image du porc-épic. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, hein, elle est connue. Donc nous sommes des porcs-épics en réalité. Et quand l'hiver vient, eh bien, que font les porcs-épics? Eh bien, ils essayent de se rapprocher pour avoir chaud. Mais ce sont des porcs-épics. Et donc, ils ont des picots. Et donc, quand ils se rapprochent pour avoir chaud, parce qu'il faut être quand même assez près de l'eau pour avoir chaud, ben évidemment, le picot s'entrecroise et ils se piquent. Alors, du coup, ils s'éloignent. Mais en s'éloignant, ils ont froid. Alors, quand ils ont froid, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essaient de se rapprocher de nouveau. Et ils se piquent à nouveau. Et puis, ils s'éloignent. Et bien, notre vie, ce n'est rien d'autre que ça. En tout cas, nos relations, ce n'est rien d'autre qu'une histoire de porc-épic, finalement. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Il n'y a pas de questions. Si. C'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion que je me suis faite pendant les deux interventions. C'est qu'en fait, j'ai envie de vraiment tous vous remercier d'être là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose où, dans les liens qui nous unissent, entre collègues, il y a quelque chose qui s'est tellement perdu ces derniers mois, et même avec des patients qu'on a vus en visio, qu'il y a quelque chose qu'on a perdu et qu'on retrouve dans le concret de la rencontre. Et je me disais que ce qui m'avait manqué, outre la rencontre comme ça physique, c'était la pensée. Il y avait quelque chose qui s'était éteint progressivement de la pensée, et même de ma pensée. Je me suis défendue souvent en disant mais c'est important de continuer à penser, et je me rends compte là en vous entendant qu'en fait ma pensée est nourrie par la pensée de l'autre, et la pensée de l'autre qui à un moment donné se permet d'aller dans des errances, d'aller dans des hypothèses que je peux rejoindre ou pas, et donc là on rejoint effectivement ma solitude, c'est que je suis la seule à penser ce que je pense. Voilà, et donc il y a quelque chose là pour moi qui fait lien aujourd'hui. Je renoue, mais pas seulement avec les autres, je renoue avec moi-même. Merci. Alors, est-ce qu'il y a... Oui. C'est plutôt une réflexion pour M. Domino. Vous avez dit tout à l'heure un des symptômes du lien social en crise, c'est la fuite du lien social. Et dans la crise Covid qu'on a connue, ça a été fort mis en évidence, cette rupture en tout cas du lien social. Et en même temps, j'entends souvent des personnes qui disent combien ça leur a fait du bien d'être d'avoir certains liens qui ont été rompus pour différentes raisons, notamment la sursollicitation. Et j'ai bien aimé votre conclusion
vous avez dit on faisait des recueils. Et finalement, on doit aussi prendre distance de l'autre. Voilà, c'est tout simplement une réflexion que je voulais vous partager. En fait, il y a la question des limites qui intervient ici. C'est vrai qu'on est bouffé par la vie, on se retrouve dans des situations, dans des modalités, qui sont parfois pesantes. Juste pour rebondir sur ce que vous évoquez, ça me fait penser à une petite réflexion de Rousseau, c'est dans Les Livres de Rousseau, donc son bouquin sur l'éducation, qui mériterait d'être encore lu aujourd'hui. Donc il dit à un moment donné, et ce n'est peut-être que sagesse, il faut s'autoriser il faut s'octroyer la liberté de pouvoir interrompre des relations. Qui sont des relations qui nous pompent, qui nous détruisent ou qui nous malmènent. Alors on sait bien que c'est difficile, on a plein de situations qui montrent que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais une des raisons qu'il invoque, et je trouve que c'est assez bien vu, en tout cas ça m'a un peu surpris, je n'avais pas pensé à argumenter comme ça. Il dit une des raisons qui me donne le courage effectivement d'arrêter certaines relations, c'est que si je continuais à les entretenir, j'en viendrais peut-être à faire du mal. Et donc, c'est faire du bien que de protéger l'autre du mal qu'on est capable de lui faire, et c'est faire du bien que de se dispenser soi-même, de se mettre en situation de faire du mal aux autres. Et donc, c'est vrai qu'en attendant, ce que vous allez récolter, c'est quoi? C'est que l'autre ne va pas comprendre, l'autre va trouver que c'est dégueulasse, que vous êtes un traître, je ne sais pas quoi, vous allez être jugé de toute façon, mais il vaut mieux supporter cela et ne pas lui faire du mal, et donc changer, partir ailleurs, que de rester par peur de ne plus être aimé. Et donc là, c'est vrai que ça touche à cette question, évidemment, c'est que si dans les relations qui nous maintiennent, qui nous lient aux autres, il y a la peur de les décevoir ou la peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé par eux, la première chose à travailler, évidemment, c'est cette peur-là. Qu'a-t-on besoin, effectivement, d'être aimé par tout le monde, un peu comme par rapport à des histoires de discours, qu'ai-je besoin que tout le monde pense comme moi pour oser penser comme je pense? C'est idiot, pourtant il y a des gens qui n'oseront jamais dire une chose qui pourrait choquer les gens, quoi. Alors que le débat c'est justement ça, c'est qu'on dit des choses et puis on peut se tromper, et puis c'est pas grave, on débat. Mais il y a des gens, non, on dit une chose qui pourrait fâcher. Voilà, donc il y a cette question de la peur, évidemment, qui est un frein redoutable, et c'est ça que nous enseigne effectivement l'époque éthique. C'est qu'on peut comprendre, étant donné que nous sommes limités, que certes nous avons besoin de relations, mais à un moment donné, quand on nous fout la paix aussi, et en même temps, il faudra bien qu'on y retourne. Avec d'autres peut-être, mais voilà, et c'est cette respiration-là qui fait qu'on est capable de vivre. Au contraire, si on s'enferme dans des relations, on s'en plus. Voilà. C'est ce que dit Kant dans le texte, si vous le lisez, vous verrez, il dit c'est précisément cet inconfort qui fait que les hommes du coup ont pu progresser. Parce que si nous nous aimions, et si nous nous respections tous et que tout était pour le meilleur du monde, nous serions un troupeau d'agneaux, où tout le monde est gentil. Et comme tout le monde est gentil, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de désaccord, qu'il n'y a pas d'inconfort, quand tout va bien et que tout est gentil, que tout le monde est gentil, on végète. Et on reste des agneaux. Ce qui fait qu'on a dû inventer, qu'on a dû chercher, qu'on cherche avec le langage qu'on pense, etc., c'est que il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, c'est insupportable, et donc je vais essayer de les convaincre. Et puis, ou bien je vais constater que je me trompe. Voilà. Et c'est l'inconfort qui nous pousse à vivre, à rester en mouvement, alors que le confort de relations pacifiées nous sclérose, nous fige, et à un moment donné, c'est l'amour, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit la socialité des hommes, c'est une vertu. Il ne faut pas le voir. Ou bien alors, ça c'est Nietzsche qui dira par la suite, ou bien alors c'est que vous avez une religion dans le cœur qui est la religion du confort. C'est-à-dire que vous voulez qu'on vous foute la paix, que ce soit cool, désormais, que tout le monde vous aide. Et ça, c'est une religion du confort, mais c'est le début de la fin. Évidemment, quand on s'enferme là-dedans. Voilà. D'autres questions? Monsieur Leroux, c'est une question de curiosité. Vous avez parlé des moments de désir, le désir de puissance et de fusion. Et faute de temps, le troisième, c'est quoi? Le troisième désir que nous avons aussi, qui est
quelque chose de viscéral, c'est les attentes légitimes par rapport à l'existence. Donc si vous prenez un être humain, on se rapporte à soi, on se rapporte aux autres, et on se rapporte au monde. Voilà. Et c'est vrai qu'au regard de ce rapport-là, donc à l'existence, il y a des attentes, et ces attentes ou ce désir, si on doit le verbaliser, c'est le désir selon lequel il y a des choses qui nous seraient dues. Par exemple, si vous restez dans le cadre des relations, parce que c'est ça qui nous produit aujourd'hui, là on dira, dans une relation, par exemple, si je donne quelque chose à quelqu'un, il m'est dû qu'il me dise merci. Voilà, c'est ce genre d'attente-là. On a des enfants, il est dû aux enfants de vivre jusqu'à 80-90 ans. Un enfant qui meurt, ça ne va pas. Mais quand vous regardez ce qui est choqué, voire détruit, quand on est face à des drames comme la mort d'un enfant, je pense que l'exemple-là pour aller vite, parce que c'est là où tout le monde peut comprendre, on va dire la mort d'un enfant c'est toujours injuste. Demandez-vous, injuste par rapport à quoi? Alors, on dit pas ça comme ça aux parents, mais quand on veut les aider à dépasser un deuil impossible, injuste la mort de votre enfant, mais par rapport à quoi? Alors soit donc j'ai déjà eu la blague, soit vous vous faites insulter en disant bon, vous n'avez pas perdu d'enfant pour dire des bêtises pareilles, et quand des parents peuvent essayer d'y répondre, ils vont dire ce que je vous dis moi avec des termes qui sont les miens, ils vont dire mais c'est injuste par rapport à quoi? Mais par rapport à ce qu'il était dû que mon enfant vive, c'est-à-dire qu'il devait vivre 70, 80, 90 ans comme tous les êtres humains, et d'être ainsi volé de toute cette vie qu'il avait devant lui, qui lui était due en mourant à 2 ans ou à 20 ans, d'être privé de tout ça, mais ça ne va pas, c'est injuste. On lui a volé ce qui lui revenait. Et à moi, parent, on m'a pris ce qui me revenait aussi. J'ai éduqué mon enfant, j'ai aimé mon enfant, il m'était dû, comme tous les parents du monde, de voir mon enfant me survivre. C'est comme ça que ça va dans la nature, enfin. Eh bien, tout ça, toutes ces situations-là, on peut prendre d'autres choses, les traditions, etc., ça vient toucher effectivement ce désir, qui est un désir viscéral aussi, qui est ce désir, on sait bien que tout ne nous est pas dû. L'expression n'est pas très heureuse, mais il y a quand même un minimum de choses qui sont dues à tous les êtres humains, sans quoi la vie devient absurde. Eh bien, ce que vous découvrez côté réalité maintenant, en reprenant ces exemples, c'est que vous pouvez bien désirer qu'il y ait des choses qui vous soient dues, vous pouvez désirer tant que vous voulez, mais la vie n'en a que faire. En attendant, il y aura toujours des enfants qui mourront. En attendant, vous pouvez être gentil et vous mourrez peut-être dans des grandes souffrances. En attendant, vous êtes peut-être serviable à merci, vous n'aurez pas la reconnaissance que vous cherchez dans votre travail. Et ensuite, on peut prendre des exemples à l'infini. La vie ne nous doit rien. Et quand on voit ça, donc pour terminer par une note positive, parce que sinon on va mais vous voyez bien, donc quand on voit ça, donc ça veut dire d'abord que vous sortez du statut de victime quand la vie se retourne contre vous. Dans la vie, tout peut arriver, et on n'est pas une victime, on est volé de rien quand le fait que le monde s'écrase sur notre terre. C'est une possibilité. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des mortels, nous pouvons mourir jeunes ou vieux, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vivant, des vivants. Et donc, mettre au monde un enfant, c'est mettre au monde un mortel, comme disait Cédric. Il n'y a rien d'injuste là-dedans. Ça n'empêche pas chagrin, la détresse, etc. Mais vous voyez bien, ça permet de mettre des mots justes sur la détresse de l'envie. Ce n'est pas une question d'injustice. Et ça vous permet de sortir du statut de victime. Et puis la deuxième chose que ça rend possible, évidemment, c'est que quand on comprend que rien ne nous est dû, et bien lorsque des moments heureux vous tombent dessus, des moments de bonheur, si vous voulez, eh bien vous allez en jouir d'autant plus. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est pas l'idée, le constat qu'on croit devoir faire, c'est que pour pouvoir jouir de l'existence et des moments heureux de la vie, il faut accepter, et c'est assez simple à faire finalement, il faut accepter qu'il n'y a rien qui nous est dû. Et puisque rien ne m'est dû, c'est extraordinaire de pouvoir vivre des choses positives. Alors que, donc, un merci par exemple, de recevoir un merci alors que ça ne vous est pas dû, oui, il y a des conventions de politesse, mais il y a des gens qui s'en foutent de la politesse. Et pourtant, vous recevez de temps en temps des merci, et bien quand vous comprenez, quand vous vivez avec votre tripes, c'est pas un machin intellectuel, ça je ne sais pas vous expliquer bien, mais quand vous vivez les choses en sachant que le merci que vous recevez ne vous est pas dû, et bien ce merci vous touche. Alors que quand vous partez du principe que ça m'est dû, puisque j'ai fait un truc, il ne manquerait plus ça que les gens ne disent pas merci, il n'y a pas de bonheur. Il y a juste, c'est un juste retour des choses, et on ne va pas commencer à faire un fromage avec ça, quoi. Il manquerait plus ça qu'ils ne le fassent pas, quoi. Vous comprenez? Pas de bonheur. C'est normal, c'est la convention, et on ne s'en émerveille même pas. Plus vous acceptez que rien ne vous est dû, plus vous devenez, c'est curieux à expliquer, ça, mais plus on devient sensible à toute une série de choses qui se produisent et on devient capable de se dire
c'est pas qu'on est capable de se dire, mais on se surprend à se dire, ah ben, c'est extraordinaire de vivre ça. J'ai vécu jusque ici pour avoir la chance de pouvoir vivre encore ça. À côté de toutes mes misères, là, c'est quelque chose que vous voyez. Quand vous êtes dans tout vécu, tout est normal, tout est banalisé, et il n'y a plus rien qui vous touche. Et du coup, la vie est monotone. Donc, accepter que rien ne nous soit dû, ça fait peur dans un premier temps, parce qu'on dit, oui, mais alors quoi, les enfants peuvent mourir, etc. Ils peuvent mourir, effectivement. Mais quand vous avez dépassé la peur et toutes les horreurs qu'on imagine qui peuvent nous arriver, vous allez voir que plus vous creusez ça et plus vous vous réappropriez, plus vous devenez ouvert à toutes les petites choses imperceptibles qui sont pourtant des choses positives. Mais tant qu'on est dans la revendication, ça ne le verrez jamais. Voilà, c'était cette affaire-là qui m'avait. Mais moi particulièrement, quand je dis bonjour souvent dans l'institution, je dis bonjour, et puis on ne répond pas. Je dis enfin, moi je dirais plus bonjour. Mais maintenant, je n'ai pas droit au bonjour en retour, ça n'est pas du tout. Je vais vivre tout à fait différemment. Et comprenez bien, donc ce n'est pas une décision que vous prenez. Hein. Le point de départ, ce n'est pas une décision que vous prenez. Ce que vous en faites, ça oui. Hein, mais ce que je vous dis, c'est d'abord un constat. Mais je constate qu'il y a des gens qui disent pas. Alors est-ce que ça vaut la peine de pleurer avec ce bazar-là? Ça ne changera de toute façon pas la face du monde. Donc plutôt que de se plaindre au nom de ce que vous rêvez que la vie doit être, autant se libérer de ce que vous pensez que la vie doit être pour partir de ce qu'elle est. Ah ben, il y a des gens qui sont grossistes, c'est comme ça. Et ceux qui sont qui ont la chance de les croiser, c'est génial. Vous avez une vie simplifiée. Enfin, c'est incroyable. Pas que si on avait le temps, mais on pas le temps. C'est incroyable comment ça simplifie la vie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Juste une petite chose, parce que tu as parlé d'Anéoténie. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Tu es le deuxième de qui j'entends, mais qui m'a beaucoup parlé, c'est Jean-Marie Delassus. Mais c'est justement cette prématurité de l'homme par rapport à tout le reste du règne animal qui fait que finalement l'humain dépend très longtemps pour sa survie de l'autre. Et quasiment, on peut même dire toute sa vie. Ce qui n'est pas le cas d'autres animaux. Certains oui, d'autres pas. Certains animaux se laissent grégaires, d'autres pas. Et quand je pense par exemple à toute la période qu'on est en train de traverser, c'est ça la difficulté. C'est que l'homme étant une espèce grégaire, ayant besoin de l'autre pour se construire durant toute sa vie, et c'est d'autant plus important, plus il est petit, je me dis, mais l'impact de ce qu'on a vécu dans cette déliaison du lien, elle va être extrêmement longue, puisque les enfants, les bébés nés en période Covid, ont vu déjà leur toute petite enfance impactée par ça. Et que donc, à l'inverse des animaux où probablement ça ne va pas beaucoup les toucher, l'humain va transporter ça pendant des dizaines d'années. Ce qui s'est passé les 2 dernières années, la dernière année et demie, on va transporter ça des dizaines d'années. L'anéoténie est pour moi un point capital pour comprendre l'éducation. C'est pas facile, mais il faut faire le passage par d'autres animaux sociaux pour pouvoir la comprendre réellement. Cette empathie qui n'est pas que d'un côté philosophique, mais qui est cette inclination inconsciente à l'intérieur, qui provient exactement d'un système qui a des millions d'années et qui a fait que, je parlais de la poule et de la corneille, la poule, elle s'en fout, elle perd 25 petits, 30 petits, 100 petits, ça ne change pas sa vie, ça ne change pas la vie de son espèce. La corneille qui perd un petit, alors qu'elle en aura 1,5 en moyenne par couvée, dans le meilleur des cas, c'est une catastrophe pour la communauté. Et donc ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'était peut-être que, justement, pour pouvoir subsister, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que j'ai voulu insister. Il y a 3 théories qui, pour moi, sont importantes pour comprendre la notion d'anéoténie, de maturité à l'éducation. Il y a cette autre notion que j'ai citée tout à l'heure. Et puis alors, il y a une troisième qui est celle de nous sommes des bébés depuis que nous sommes tout petits. Nous sommes des statisticiens. Et nous allons apprendre à travers ces petites expériences que nous ferons, ce petit là, si on l'a vu 100 fois et qu'on a fait l'expérience 100 fois,
que c'est un rictus de sourire parce que la personne est bienveillante, on sait que c'est un sourire. Et donc c'est pour ça que depuis le début, le système des masques nous fait peur, parce que les enfants ont leur petite statistique intérieure, hein, on appelle ça des bébés bayésiens, c'est une statistique inversée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un postulat avant, c'est une statistique qui se fait a posteriori. Et donc je vais accumuler plein d'expériences dans ma vie et puis je vais en tirer les conclusions. Donc si j'ai toujours quelqu'un qui me faisait un joli sourire, et cette personne qui va venir avec ce sourire, elle est bienveillante avec moi. Si on vient avec des gens qui me fassent, maman, il faut être sourire, elle ne sourit pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce qui va se passer. À ce moment-là, ça se passe très mal pour l'enfant parce qu'il n'aura pas fait cette statistique, un mimétisme du mouvement qui est compréhensible. Il est lisible et prévisible pour lui. S'il n'est pas lisible, s'il n'est pas prévisible pour lui, ça devient difficile dans sa construction. Voilà. Je te rejoins et je n'avais pas envie d'être trop pessimiste parce que j'ai vu quelques dizaines d'années, mais je pense que ces bébés seront un jour parents et qu'eux-mêmes vont impacter leurs propres enfants.